bonjour. Déjà, je me présente, donc Élise Bangenec. Moi, je suis, spécialiste de l'orientation scolaire et professionnelle par les jeux immersifs, principalement jeux de rôle, sur table, jeux de rôle grandeur nature, mais aussi escape game, jeux vidéo. Mais donc aujourd'hui, on est là plutôt pour parler jeux de rôle. Donc j'ai créé moi ma structure Le Boussolier l'année dernière et en fait le jeu de rôle j'utilise pour 2 choses. Je l'utilise déjà pour des parcours d'accompagnement, pour trouver sa voie, pour, apprendre à faire des choix, professionnels, des choix d'études qui vont nous convenir. Et donc j'ai créé tout un scénario, qui permet au fur et à mesure de l'aventure de, se découvrir, de découvrir sa relation avec les autres et puis de d'apprendre à faire marcher son esprit critique pour savoir, ce qui va nous convenir ou pas, en fonction des informations qu'on reçoit. Et donc ça je fais ça en petits groupes, sur comme un JDR classique en fait de 3 à 6 personnes. Donc dans le milieu scolaire, c'est un petit peu compliqué parce que c'est des trop petits groupes. Heu et je fais aussi des jeux de rôle, sur mesure que je propose aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur et là, le but, c'est un but moins introspectif. Le but, c'est vraiment de découvrir les filières d'études que les universités proposent, mais de manière un peu autre qu'une simple fiche Unicep qu'on va lire et puis on va se dire: «Oh bah, c'est pourquoi pas, ça me tente ou pas». Non, non, là, le but, c'est, de vivre un scénario et à travers, donc une histoire, qui se passe donc dans le milieu de l'université et ben, on mène son enquête et on découvre au fur et à mesure de l'enquête les différentes filières qui sont proposées, à quoi ça peut mener comme métier et puis le quotidien, voilà, entre un BTS et une licence, c'est pas le même quotidien. Donc voilà, je le fais découvrir autrement avec, donc le JDR qui est un jeu quand même coopératif, qui est un jeu, qui permet d'ancrer davantage les savoirs puisqu'on va les chercher, soi-même. Et puis, et de mettre aussi un peu de distance parce que, par moments, c'est des thématiques qui suscitent un peu, le stress, l'angoisse, très, très souvent chez les jeunes. Donc là, le but, c'est de mettre à distance et de dire: «On s'éclate pendant 2 heures et puis, on vit une aventure» et après, surtout pendant le débriefing, on va revoir ensemble, bah, voilà, pendant cette aventure, qu'est-ce que vous avez découvert? Et puis on va en parler davantage. Et donc ce jeu de rôle, moi ma problématique, c'est un petit peu de le faire dans des grands groupes. Pour l'instant, je le fais avec, une quinzaine de participants qui sont répartis par groupe de 5, qui vont avoir, une histoire qui est similaire, mais ils vont avoir des indices parfois que tous les groupes n'ont pas, donc ils vont devoir les réunir à la fin pour avoir, la résolution, entière, on va dire, de l'aventure. Donc coopération, intragroupe, on va dire et puis intergroupe, qui apporte, je trouve, une dimension supplémentaire. On n'est pas chacun de son côté, puis surtout on cherche pas à faire de la compétition puisque, on n'aura pas de toute façon les mêmes résultats à la fin. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris exactement, mais voilà, dans les grandes lignes, je pense qu'on voit un petit peu plus, ce que je fais pour, l'orientation scolaire et professionnelle. C'est vrai que pour l'instant, il y a assez peu de choses qui sont faites du côté ludique et surtout du côté jeu immersif. Donc je trouvais ça intéressant de créer un autre outil, qui va convenir, je pense à pas mal de jeunes. Voilà. Bah, je vais prendre la suite si tu veux bien, Philippe. Oui, 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 avec plaisir. Élise, j'espère que je ne me suis pas trompé en mettant le site. Il me semble que c'était celui-ci. C'est J'avais sauvegarde. exactement ça. Ok, C'est voilà. parfait. Vas-y. Merci. Ce sera dans la suite logique, du coup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Grégory Michnik et je suis professeur de SVT en lycée, à Valenciennes, c'est le lycée de l'ESCO. Et depuis à peu près 8-9 ans maintenant, je fais de la classe inversée, hein. C'est-à-dire que là, j'en suis à un niveau où j'inverse mes classes, mais tout au long de l'année scolaire. Et ça a été la porte d'entrée, si vous voulez,
de l'introduction du jeu de rôle vraiment au sein des pratiques. Et donc, depuis à peu près 5 ans, avec Mélanie, qui est juste à côté de moi, je pense, sur vos écrans, nous avons inventé, mis sur pied en tout cas, alors on va plutôt qualifier ça de simulation globale. Une simulation globale, en fait, qui permet d'immerger les élèves dans un univers semi-imaginaire, semi-scientifique réaliste. Donc, on est vraiment dans une simulation à la fois qui va plonger les élèves joueurs, entre guillemets, dans un univers qui est à la fois cohérent et qui va quand même demander de leur part une certaine dose d'imagination. Le scénario de la simulation globale se déroule dans le futur, ce qui nous donne quand même pas mal de possibilités en termes de scénario. Donc, au sein de cette simulation globale qu'on a appelée Survive on Mars, donc c'est un scénario global qui se déroule sur Mars, évidemment, sa colonisation, etc. Les élèves sont confrontés à des problèmes scientifiques et donc ils sont amenés à prendre le rôle de plusieurs personnages qui ont tous des compétences qui sont différentes, des compétences qui peuvent être techniques, mais aussi des compétences plus classiques. Et en incarnant ces personnages, ils sont dans des positions où ils doivent prendre des décisions. Et c'est ça le nœud vraiment de en tout cas pour nous, ce qui est le plus important au sein de cette simulation, c'est qu'en prenant le rôle et en endossant les compétences de personnages, eh bien, ils soient dans des situations où ils doivent forcément coopérer, communiquer entre eux, s'écouter et ensuite trouver en commun des solutions qui permettraient de résoudre le problème. Donc, en fait, on est vraiment ici dans une situation où les élèves joueurs sont dans la résolution de problématiques, de problèmes qui sont ici avant tout des problèmes qui sont scientifiques, évidemment, mais qui demandent une réponse, qui demandent de l'imagination, de la créativité, et puis aussi le fait de sortir quand même un peu des sentiers battus du simple compte-rendu scientifique. Voilà, je vais en rester là pour l'instant, comme ça on pourra toujours garder de la matière pour la suite. Donc, Mélanie, peut-être ce serait logique que tu puisses reprendre là-dessus. Oui, donc Mélanie Fenard, donc je suis aussi professeure de SVT, moi je suis dans l'Académie de Versailles, au lycée Blaise Pascal à Orsay. Donc en effet, depuis 2016 avec Grégory, moi j'étais pas du tout familière du jeu et du jeu en classe, mais donc on a monté ce Survive on Mars avec aussi d'autres collègues qui nous ont rejoints par la suite pour histoire de faire grossir un petit peu le projet. Et puis moi, à partir de là, depuis 2017, en fait, je me suis intéressée aussi à d'autres formes de jeux, notamment aux escape games. Et j'ai créé dans l'univers de Survive on Mars, en fait, un premier escape game qui était plutôt formation des professeurs, où justement, pareil, ils vont incarner ces personnages de Survive on Mars, mais cette fois des prisonniers qui doivent s'échapper d'une base martienne souterraine et du coup qui doivent récolter un certain nombre d'indices. Et l'idée, c'était vraiment de changer un peu de format, puisqu'on voulait faire quelque chose sur un format beaucoup plus court, alors que les missions Survive on Mars, par exemple, peuvent durer plusieurs séances, donc plusieurs heures, voire plusieurs semaines, pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment un autre format qui va être beaucoup plus stressant, entre guillemets, mais aussi beaucoup plus immersif. Encore plus immersif pardon. Et donc où ils vont pouvoir justement résoudre un certain nombre d'énigmes de manière collaborative, beaucoup plus rapide, et mettre en œuvre un certain nombre de démarches scientifiques, de recherche, pour pouvoir, en un temps très limité, généralement c'est 45 minutes, 1 heure, donc réussir le défi, réussir la mission. Donc ça, c'est le format Escape Game qui m'occupe pas mal depuis surtout 2017, où j'ai rejoint d'ailleurs un certain nombre de collègues, dont mon collègue Patrice Nadan sur le site Skype. Alors, j'ai mis le fond là, hop. Je mettrai le lien. J'ai mis le lien vers Survive on Mars dans le chat et je mettrai aussi le lien vers Skype. Et donc dessus, en fait, on récolte pas mal d'escape games et de jeux, plutôt d'histoires interactives, en fait, qui ont été aussi créées, qui sont de plus en plus souvent créées par les collègues, pour pouvoir justement, mais à objectif pédagogique, donc soit avec les élèves, soit de type formation. Et un autre format auquel je m'intéresse depuis peu, merci Philippe, pour le lien, ce sont les histoires interactives, puisque c'est pas que j'ai découvert ça, mais donc les
Les livres dont tu es le héros, ça existe depuis très très longtemps, mais il existe maintenant des applications que vous connaissez certainement, comme par exemple Moiki ou encore Rocambole, qui est apparemment devenu Doors récemment, qui sont des sites qui vont permettre de construire des histoires interactives, des histoires dont tu es le héros, donc a priori bon, de loisirs hein, évidemment, mais en fait qu'on peut aussi utiliser pour faire des concepts un petit peu plus pédagogiques. Et aussi, on peut détourner certaines applications comme Glide, qui est un site qui permet de construire des applis smartphone pour créer donc des histoires dont tu es le héros. Alors donc, du coup, ma collègue Elodie, qui a eu un empêchement aujourd'hui, donc par exemple, elle est professeure de français et elle crée aussi des histoires interactives pour ses élèves, notamment pour réviser l'orthographe, la grammaire, etc. Et elle avait même réussi à faire créer par ses élèves donc une histoire interactive autour de l'orthographe. Donc voilà, ce genre de choses-là, ce genre d'outils-là, c'est ce qui m'intéresse et ce qui est donc compilé sur le site Scape aussi quand on trouve des applications pédagogiques. Merci, Mélanie. Ben, ça doit être à moi. Donc, alors moi, j'avais prévu un petit texte. Je suis désolé pour présenter mes activités. Je suis moins expert que vous pour le dire en live. Donc, je vais lire un petit peu mon texte en essayant de ne pas montrer que je lis forcément. Donc, moi, je suis Philippe Lépinard. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Créteil, à l'UPEC. Et je suis plus particulièrement responsable du projet pédagogique et de recherche EduTeam, initié en 2016, donc qui se déroule à l'Institut de recherche en gestion. Hein, c'est le laboratoire de recherche de l'IAE Gustave Eiffel. EduTeam, l'objectif, c'est de détourner les jeux dans la classification de la ludopédagogie. Hein, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler en fonction des classifications le serious gaming. C'est-à-dire qu'on détourne des jeux du commerce, des jeux de loisirs, et on les amène dans la formation. Alors pour l'instant, il y a 4 domaines qui sont travaillés dans ce projet. C'est le management, tout type de management d'équipe, management opérationnel notamment, management stratégique aussi, la gestion de projet générique, mais aussi gestion de projet en système d'information, l'anglais et le français langue étrangère. Donc l'équipe, pour nous, est composée dans le projet de 4 enseignants, et puis un peu plus de 25 étudiants, 26 exactement, qui sont là pour expérimenter et tester les jeux avec les enseignants, pour voir si on peut trouver des choses intéressantes à faire. Alors pour ça, on a un Fab Lab, le GameX Lab, ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec Diane. Donc ce Fab Lab, en fait, c'est une grande ludothèque où on a des centaines de jeux, des jeux vidéo, des jeux de société, et puis une JDR Tech avec plus de 300 ouvrages, donc elle est magnifique. Voilà. Alors, il y a plusieurs exemplaires, puisque comme on les utilise en cours, mais en tout cas, on a beaucoup de JDR. Donc, le projet EduTeam, on a eu une belle surprise cette année, puisqu'il fait partie des 10 plus grandes innovations mondiales en business school. C'est intéressant parce que finalement, au milieu de tous les... et puis je pense que vous êtes plus ou moins dans le même cadre, au milieu des casques à réalité virtuelle, des drones, etc. Eh bien, nous, on vient avec nos bouquins, et puis, ou même pas, ou des fiches de personnages parfois, et ça se passe bien, et ça a été reconnu donc, au niveau mondial. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir que le low-tech a aussi quelque chose à apporter encore, et toujours reconnu par beaucoup de collègues. Alors, EduTeam, il est composé de 3 projets particuliers. Donc, EduTeam Wargames, donc des wargames physiques hein, sur table avec des figurines principalement. EduTeam jeux vidéo. Donc là, on est plutôt sur des jeux type Minecraft, plus particulièrement Minetest, hein, qui est l'équivalent open source et gratuit de Minecraft. Et puis, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est EduTeam JDR, donc le jeu de rôle classique, et notamment The Strange, hein, qui est utilisé principalement. Alors, pour l'instant, donc, comme je l'ai dit, ça concerne 4 domaines, une dizaine de cours qui vont de la première année de la licence jusqu'à la 2e année de master. Et pour l'instant, dans les centaines d'étudiants qui ont pu participer à ces conversions intégrales de cours, on en a 266 étudiants qui ont fait partie du projet de recherche en tant que tel, donc qui ont été observés, qui ont eu des entretiens et surtout des questionnaires anonymes. Donc 266 étudiants dans une dizaine de cours depuis 2018 principalement, puisqu'avant, même si vous allez sur le site EduTeam, bon, le projet a commencé formellement en 2013,
Il a pris le nom EduTeam en 2016. Et au début, on expérimentait en classe sans forcément avoir une dimension scientifique. Et puis, très rapidement, la question de la légitimité de venir avec mes figurines Star Wars s'est posée. Et donc, on a mis en place une démarche scientifique avec plusieurs enseignants et enseignants-chercheurs et étudiants, comme vous l'avez vu. Alors, l'historique rapide du projet EduTeam JDR, ça a commencé principalement en 2016 avec Diane, qui est là. C'est pour ça qu'on se connaît bien. C'est pour ça que Diane maintenant intervient aussi dans la licence dont je suis le responsable. Diane est venue présenter son jeu, Corpus Genesis, lors d'une conférence autour du transhumanisme. Et on s'est rendu compte, donc elle a organisé une session de test, et puis les étudiants ont bien accroché. Et certains d'entre eux sont même allés plus loin et sont mis à faire des conférences sur le transhumanisme. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact du jeu dans le jeu de rôle, dans la progression pédagogique et l'apprentissage en tant que tel. Donc, ça a commencé là, et avec une collègue d'Aix-Marseille Université, qui s'appelle José Vaqueri, on a fait une première étape de la recherche qui était la partie logistique, parce que mettre 40 étudiants en 10 tables, c'est pas anodin dans une école. Ça veut dire qu'il faut 3 salles de classe, par exemple, en même temps pour une même classe. Et puis, on a voulu aussi vérifier l'acceptabilité du jeu sur un peu plus qu'une séance d'initiation comme avait fait Diane, et notamment sur à peu près 12 heures de cours, 4 séances, qui correspond à l'université, dans une formation qui n'est pas une formation de langue, à peu près un tiers, voire la moitié d'un module du semestre. Donc, ce qui est déjà important. Donc, on a expérimenté l'acceptabilité, la logistique, et ça a été le premier travail qu'on a présenté en 2019 lors du colloque international Game Evolution. Le titre s'appelle « Le jeu de rôle sur table dans l'enseignement supérieur ». On a essayé de recenser un petit peu tous les usages pédagogiques du JDR, et on s'est aussi, dans ce travail, différencié du jeu de rôle comme on a tous connu dans les langues. Vous savez, on passe devant tout le monde, il faut faire comme si on allait acheter les M&M's à Londres, et souvent, les meilleurs s'y plaisent, et puis la majorité sont très stressés et sont parfois très mal à l'aise dans ce genre d'exercice. Donc, c'est pour ça qu'on s'est bien différencié de cette dimension JDR. La deuxième étape s'est faite à l'IAE Gustave Eiffel, donc à l'UPEC, avec 2 autres collègues d'anglais. Donc moi, je suis enseignant de management des systèmes d'information en anglais, donc j'apporte mon expertise scientifique et ludique, alors que les collègues, elles, s'intéressent bien entendu plus à la partie pédagogique et apprentissage. Donc Odile Solnik et puis Patricia Noël. Donc là, on a expérimenté en 2020. On a fait un article qui est librement accessible. Je mettrai les liens. Le lien avec le CECRL, qui est le cadre européen d'apprentissage des langues, de référence. Petit problème de réseau à nouveau. Pour les langues, et on s'est dit, est-ce que, finalement, pour ce qu'on appelle la pédagogie actionnelle, la pédagogie actionnelle, ça nous dit simplement on pour apprendre une langue, on ne l'apprend pas pour elle-même, on l'apprend en faisant d'autres tâches, et on s'est rendu compte que les compétences qui étaient, certaines compétences bien sûr du CECRL, étaient tout à fait mises en œuvre dans le JDR, et puis la pédagogie actionnelle avait finalement la même définition que le JDR. Donc ça, c'est un article qu'on a nommé « Enseigner l'anglais grâce au jeu de rôle sur table, le cas de la mise en œuvre de la pédagogie actionnelle en école universitaire de management ». Cet article est aussi disponible et il a été présenté au CIJE 2020. L'année d'après, comme nous toutes et tous, on a été confrontés à la pandémie et on voulait à l'origine expérimenter ce pourquoi on est là, quel est l'impact réel en termes d'apprentissage de la mise en œuvre du JDR en anglais, principalement sur quasiment la moitié d'un cours d'anglais d'un semestre. La pandémie étant là, on s'est dit, au lieu de biaiser, puisqu'on allait devoir passer à distance, et de faire un test sur l'apprentissage, l'expérimentation sur l'apprentissage, mais dans un autre contexte, on s'est dit qu'on allait reporter d'1 an, et on a refait exactement le même dispositif que 2020, mais à distance via Microsoft Teams. Donc, on a vérifié toujours quelles étaient les compétences qui étaient mises en œuvre, est-ce que le cadre européen des langues était encore fonctionnel, la pédagogie actionnelle, etc. Donc, on a reproduit à l'identique, mais à distance, le dispositif 2020, et on a proposé un article
pour le CIGE 2021, de la table physique à la table virtuelle, mise en œuvre du jeu de rôle à distance dans l'enseignement de l'anglais. Alors, on s'est rendu compte finalement que cela fonctionnait à l'identique et les résultats des questionnaires et des observations, même si les questionnaires ont été finalement un peu moins, en termes de satisfaction, d'engagement, un peu moins fort, on avait toujours des valeurs qui étaient remarquables. Donc, ces 3 articles sont librement téléchargeables à partir de la plateforme HAL. Je vous mettrai les liens tout à l'heure. On a fait pas mal d'articles de vulgarisation. On a d'ailleurs écrit sur JDR Mag pour présenter un petit peu notre projet. Alors, il nous manque finalement la dernière étape qu'on a reportée, qu'on va faire cette année. Donc là, c'est vraiment l'utilité du JDR pour l'apprentissage en tant que tel. Finalement, tout ce qu'on a fait avant était indispensable, hein, l'acceptabilité, la logistique, l'adéquation avec les compétences, l'adéquation avec le cadre formel que devaient suivre nos collègues enseignants d'anglais. Tout ça a été vérifié, testé, validé. Donc maintenant, nous allons faire, entre janvier et puis mars, cette dernière étape de cette recherche qui est: est-ce que les étudiantes et les étudiants atteignent les objectifs d'apprentissage que les enseignantes et les enseignants d'anglais veulent faire atteindre? Donc pour ça, on va reproduire le même dispositif que celui qui avait été fait en présentiel. Donc sur 2 classes, ça a toujours été 2 classes, hein, une classe de licence, alors 2 classes de licence 3. La première en informatique et management et la deuxième en gestion des entreprises. Ils sont à peu près 70 étudiants. 30 et 40. Et puis, on va reproduire donc, ce qu'on a fait il y a 2 ans, mais maintenant, pour évaluer l'apprentissage. Donc, si tout se passe bien, l'année prochaine, à la même époque, je devrais être là pour clôturer cette recherche de 4 ans et j'espère avec un apport positif sur l'apprentissage, l'intérêt réel pédagogique, au-delà du plaisir, de l'engagement qui a été testé, mais vraiment en termes d'apprentissage pour l'année prochaine. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de collègues enseignants et formateurs. Merci beaucoup. Alors, juste pour dire, donc la deuxième partie maintenant, puisqu'on avait indiqué 4 parties. La première partie, c'était un petit peu une présentation de nous 4. Maintenant, on souhaitait aussi vous parler, donc on va reprendre le même ordre, tant qu'à faire, si vous êtes d'accord, bien sûr, sur Oui, bien sûr. quel est le lien finalement avec le JDR en tant que tel, mais le JDR de loisirs pour lequel on est ici, au travers de cet événement Roll Event. Est-ce qu'on s'en éloigne? Qu'est-ce qu'on conserve? Voilà, c'était un petit peu cette idée maintenant de faire le lien avec le JDR de loisirs. Oui, parce qu'effectivement, en fonction des objectifs et d'apprentissage généraux, on n'a pas exactement la même pratique. Moi, par exemple, pour les 2 façons dont j'utilise le JDR, c'est pas la même chose. Pour mon parcours d'accompagnement où vraiment le but, c'est d'apprendre à faire des choix, de se connaître, quelque chose d'introspectif et à la fois de méthodologique sur, voilà, interroger les informations, essayer d'avoir un esprit critique dessus. Du coup, mon parcours, c'est vraiment sous la forme d'un JDR classique. C'est-à-dire que tout l'intérêt, au départ, où je me suis dit: «C'est évident que le JDR, je vais l'utiliser pour ça, ça va matcher». C'est que, déjà en regardant une fiche personnage de JDR classique, on a de toute façon tout ce qui fait, une personne et ce qui va un peu diriger ses choix, c'est-à-dire, bien sûr sa personnalité, ses valeurs, ses compétences, ses capacités, son histoire aussi générale. Moi, je rajoute aussi, mais dans certains JDR, c'est aussi le cas, des angoisses, des peurs qui peuvent être limitantes, qui vont donc me servir pour la suite du scénario. Donc c'est vraiment un JDR classique, sauf que moi, mon scénario, je ne prends pas un scénario déjà fait. J'ai un scénario qui va vraiment me permettre, au cours de l'aventure, de mettre les participants, de mettre les joueurs face à des situations qui vont les faire réfléchir, qui vont amener des questionnements. Donc voilà, mon parcours, il se fait en 4 temps. Le premier temps, on est vraiment sur la fiche personnage, ce qui définit quelqu'un, et cetera, et cetera. Donc, ils vont définir leur personnage, qui n'est pas forcément eux-mêmes, hein, c'est pas du tout le but. C'est justement, ils mettent la distance qu'ils veulent avec leur personnage.
Le principe, c'est juste d'avoir envie de le jouer, parce que sinon, ça va pas le faire. Et puis après, deuxième séance, voilà, j'oriente le scénario pour que les personnages se retrouvent un peu face à leur peur limitante. Et donc, on va essayer un petit peu de voir comment réagir face à ça. Il y a plein de manières de réagir et surtout interroger d'où vient cette peur. Ensuite, la troisième partie, c'est vraiment la partie enquête pour définir, pour amener l'esprit critique. Et puis la dernière partie, c'est à partir du moment où on a défini un but, il y a énormément de manières d'y arriver et donc en fonction des événements qui arrivent, donc un espèce de road trip, on va dire, dans la dernière partie. Donc voilà, scénario, c'est exactement comme un jeu de rôle. Les règles sont très simplifiées, hein. Il faut que ce soit intuitif, hein, sinon je trouve qu'en termes d'introspection, c'est un peu moins efficace. Mais sinon, c'est du jeu de rôle. C'est vraiment du jeu de rôle comme on le connaît, mais avec un scénario très spécifique qui, moi, me permet d'aborder des choses et de susciter la réflexion et d'acquérir une espèce de méthode, en tout cas d'esprit critique sur les choses. Et puis par contre, quand mon objectif, c'est de faire découvrir les filières, de faire découvrir les domaines professionnels, et bien là, ça va être un peu plus éloigné du jeu de rôle dans le sens où, par exemple, la fiche personnage, les compétences, etc., c'est très, très réduit. Chaque membre du groupe a quand même des compétences et un personnage, mais c'est vraiment ça, c'est très limité. C'est-à-dire que les compétences, elles sont là pour faire intervenir les différents membres du groupe, pour les faire chacun participer, pour pas qu'il y en ait qui se retrouvent trop en retrait ou qui se retrouvent trop mal à l'aise. À chaque scénario, il va y avoir un moment où chacun va pouvoir briller par sa compétence, que ce soit une compétence technique ou une compétence, un savoir-être, on va dire, particulier. Et donc voilà, les personnages se résument vraiment à des choses assez simples, mais qui permettent l'engagement. Là, vraiment, le côté jeu de rôle, c'est pour permettre l'engagement de chacun. Et le scénario, donc c'est plus petit, c'est uniquement sur 2 heures, et vraiment par l'enquête. Là, c'est uniquement, autant sur l'autre parcours, c'est à la fois de l'enquête, de l'aventure, etc. Là, c'est beaucoup, beaucoup d'enquête. Et donc, voilà, où je mets tous les éléments pédagogiques que je veux faire entrer, donc pour qu'ils voient un petit peu les différentes filières, mais ça permet aussi, pas juste de trouver des informations, mais aussi de pouvoir se mettre un petit peu comment dire, d'avoir un lien un peu émotionnel avec, là, c'est une enquête sur des personnes qui sont étudiantes. Et donc, on va pouvoir par moments se mettre un peu à leur place et avoir aussi un côté, comment dire, une empathie de, voilà, tel parcours n'a pas convenu à telle personne, pourquoi? Et on va essayer de se mettre à sa place, de voir si on se projette dans cette personne ou au contraire pas du tout, elle ne nous ressemble pas spécifiquement. Mais on peut comprendre quand même, c'est pas pour autant qu'on ne comprend pas. Et voilà, mais en tout cas, ça s'éloigne un petit peu du jeu de rôle par rapport justement à l'aspect rôle qui est un peu plus réduit, on va dire, qui a pas le même but. Et puis l'autre différence, mais je pense que c'est pas uniquement moi, c'est la partie débriefing qui est vraiment très, très importante. On va pouvoir reconnecter, recontextualiser, on va dire, les choses, et puis ancrer vraiment les savoirs, refaire un tour de voilà, qu'est-ce qu'on a vu pendant l'aventure, et remettre un petit peu ça sous forme pas un peu plus scolaire, on va dire, en tout cas pour la partie, moi, découverte de filière, où on reliste tout ça, on dit voilà, qu'est-ce que vous avez découvert tous là-dessus, et comme ça remet les savoirs dans un contexte plus classique. Voilà un petit peu les différences que moi j'ai vues dans ma pratique, en tout cas pour le moment. D'accord, merci, je vais prendre le relais du coup. On a beaucoup de points communs en fait, Élise. Alors peut-être que la meilleure façon ici, c'est de présenter un peu comment se déroule une partie de Survival Mars en classe. Avant quand même, c'est d'expliquer ça. J'ai une pratique du jeu de rôle hein, en tant que joueur. J'y ai joué pas mal de temps, il y a pas mal d'années, et de MJ également. Hein. Donc j'ai cette expérience du jeu de rôle grand public. Hein, et tout le pari et toute la difficulté, c'était d'essayer de transposer ça en fait dans le domaine éducatif. Et évidemment, il faut qu'on prenne beaucoup de choses en compte, et notamment le fait qu'on a affaire à un public qui est très hétérogène, qui n'a pas forcément envie de jouer, notamment à un jeu de rôle, qui n'a pas forcément envie de faire des sciences.
Et ça a été notre difficulté avec Mélanie, c'est de trouver un moyen, en tout cas, de faire en sorte d'intéresser un maximum d'élèves. Pour nous, donc, Survive on Mars, c'est une manière vraiment de motiver dans un premier temps les élèves dans un cadre scientifique et aussi imaginaire à la fois. Une partie de jeu de rôle Survive on Mars tel que ça se déroule en classe, ça se fait dans un premier temps dans la découverte des objectifs. Donc, c'est-à-dire que là, on commence par présenter en fait une situation problématique en rapport avec un incident technique ou un incident humain à bord d'une station, d'une base martienne en fait. Hein. Et à partir de cette problématique-là, on essaye de trouver les différentes tâches à réaliser afin de résoudre ce problème-là. Ensuite, les élèves, après avoir découvert cette problématique, se subdivisent en petits groupes. Donc, en général, on se met en groupe de 4. Et dans ces petits groupes, l'étape suivante, c'est de répartir en fait les personnages. Donc, en fait, chaque mission va en fait mettre en vedette, entre guillemets, 3 ou 4 personnages qu'on va appeler des personnages joueurs. Et ces personnages joueurs donc, ont les compétences nécessaires et complémentaires pour pouvoir résoudre le problème qu'on a découvert au départ. Et à ce point-là du jeu, les élèves choisissent en fait le personnage qu'ils souhaitent incarner en fonction justement de leur profil personnel, de leur goût également. Et une fois qu'ils se sont répartis les personnages, qu'ils ont bien lu la fiche de compétences, la biographie du personnage, etc., là peut commencer le travail collaboratif de chaque élève et essayer de faire en sorte que chaque personnage apporte une brique finalement à la résolution du problème. Donc à partir de ça, les personnages joueurs, donc les élèves à ce stade-là, en fait, recherchent les différents éléments de connaissance utiles pour pouvoir résoudre ce problème-là, sont amenés aussi parfois à réaliser une expérience, voire une observation au microscope ou autre, en fait, directement en salle de classe, pour pouvoir obtenir telle ou telle information. Et vient ensuite le moment où il va falloir fournir une réponse sur comment est-ce qu'ils comptent faire pour résoudre le problème. Et donc là, en somme, intervient le moment où ils doivent se mettre en accord entre eux afin de trouver une réponse qui soit certes scientifiquement fiable, mais aussi une réponse qui soit créative et quelque chose en tout cas qui fasse, dans laquelle en tout cas on puisse voir comment chaque personnage est intervenu dans la résolution du problème. Voilà. Donc c'est sûr qu'une séance comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer plusieurs semaines en fait. C'est vraiment à géométrie variable. Les scénarios qu'on a mis au point s'inspirent en général, bon, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est Seul sur Mars. Hein, on s'en est beaucoup inspiré au départ avec Mélanie. Et en fait, les élèves connaissent ce film-là et donc ça leur permet déjà de voir un petit peu l'ambiance qui s'en dégage et ils peuvent s'en inspirer du coup également pour leur réponse finale. Ça, c'est vraiment le scénario, c'est vraiment le point le plus important du jeu, c'est de trouver des moyens pour que les élèves, même s'ils ne sont pas scientifiques, se sentent impliqués dans l'histoire. Et donc, du coup, aient envie d'endosser le rôle d'un des personnages et de le faire vivre, en fait. Hein. On va essayer de faire vivre ce personnage. Alors après, pour faire vivre ce personnage, on n'utilise pas de hasard. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de lancer de dés, par exemple. Il n'y a pas de rencontre fortuite. Bref, il n'y a pas d'événement aléatoire qui pourrait interférer avec le processus d'apprentissage en tant que tel dans la séquence pédagogique. Hein, on évite ça, même si là, maintenant, personnellement, j'ai envie de développer des scénarios, mais plus orientés vraiment jeu de table, vraiment plus proche du JDR de loisirs. Et cette fois, effectivement, en incluant un peu plus de hasard. Mais là, pour l'instant, c'est encore en phase de réflexion, de projet avec quelques collègues qui sont rôlistes. Et bon, l'objectif au travers de ça, c'est de plus réfléchir sur l'interaction entre les élèves et prendre une décision comme ça sur le vif
alors que là, dans la forme actuelle de Survive on Mars, les élèves ont du temps en fait de réfléchir, du temps pour coopérer et du temps également pour ensuite fournir une réponse à une problématique donnée. Voilà. Dernière chose que je voulais aborder, c'est le fait que le jeu ne se limite pas à une salle de classe. On peut faire en fait aussi intervenir plusieurs classes en parallèle. On appelle ça le jumelage de classes. C'est-à-dire le principe, c'est de mettre deux classes, voire même trois. On a réussi une fois à mettre trois classes en parallèle autour du même scénario. Et les élèves ont ainsi pu comparer leur stratégie, ont pu amener des éléments d'autres classes au travers des réseaux sociaux. Et on a pu mettre ainsi une collaboration vraiment à grande échelle. C'était vraiment une expérience très intéressante, d'autant plus que c'était des élèves qui n'étaient pas de même niveau. Il y avait des élèves de seconde, il y avait des élèves de terminale, et les uns et les autres, finalement, au travers du jeu, pouvaient aider les autres vraiment de la manière la plus juste et en faisant en sorte que ça corresponde également à leur niveau scolaire. Voilà, en quelque sorte, comment se déroule une partie de Survive on Mars. Alors ensuite, comme Mélanie va l'expliquer par la suite, on a élargi le spectre de type de jeu. Donc, on a vraiment commencé par faire des parties, des missions de jeu de rôle avec ces personnages incarnés. Et ensuite, on a élargi peu à peu. On a fait des jeux d'enquête plutôt policières. Et ensuite, les premiers escape games. Et là, du coup, je laisse la parole à Mélanie. C'est son domaine. Merci Grégory. Moi, tu as très bien expliqué pour Survive on Mars, de manière générale. Et donc, à l'intérieur de Survive on Mars, donc, on a développé plutôt des jeux de type escape game, donc toujours en gardant finalement cet univers-là et aussi certains personnages, puisque le premier escape game, en fait, on a conservé un personnage qui était le commandant Albator, c'est ça, qui en réalité est Thomas Pesquet, mais dans 80 ans. Donc voilà. Donc voilà. Et donc l'idée en fait de l'escape game, c'est finalement la mission aussi, mais la mission en temps vraiment express, puisque généralement on se fait ça sur 45 minutes, 1 heure maximum, ça dépend du temps qu'on a avec les élèves. Et c'est toute la difficulté. Ce qui fait que du coup, on peut conserver certains aspects du jeu de rôle, mais par exemple, on ne peut pas proposer dès le départ des fiches de personnages à consulter, ou alors il faudrait vraiment que ce soit intégré dans le scénario, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver systématiquement dans tous les escape games pédagogiques. Le lien avec le jeu de rôle, ça va plutôt être comment dire, l'équipe finalement. Cette équipe qui est face à un défi à résoudre en temps limité, c'est elle qui est un personnage en elle-même, on va dire. C'est-à-dire que ça peut être une équipe de prisonniers, ça peut être une équipe de voyageurs du temps, ça peut être une équipe d'enquêteurs aussi, pourquoi pas. Et finalement, c'est ce rôle-là qu'ils vont devoir tenir. Et si on n'a pas ces fiches de rôle qui vont détailler le rôle de chacun, puisque ça va être quand même beaucoup plus libre au niveau de ce qu'ils vont faire, c'est à eux de se débrouiller. L'idée, c'est vraiment, dès le départ, de les plonger dans un scénario. Donc ça, c'est le lien vraiment avec le jeu de rôle. Il y a un scénario, il y a un univers qui peut être donné, par exemple, par une vidéo d'introduction ou même carrément le prof qui est déguisé et qui lance le jeu. Voilà, donc le prof aussi peut incarner un rôle. Et donc ainsi pouvoir les immerger dans ce scénario, qui comprennent très, très rapidement quel est l'objectif, parce que justement, ils vont devoir faire vite pour pouvoir déjà retrouver tous les éléments qui ont été dispersés dans la pièce et résoudre les différentes énigmes. Donc voilà, donc l'intérêt finalement du format escape game, c'est vraiment cette immersion qu'on va retrouver aussi dans le jeu de rôle, et le fait d'engager très très rapidement les élèves ou les adultes, hein, d'ailleurs parce que je suis formatrice aussi comme Grégory, donc ça marche aussi très très bien avec les adultes, vraiment de les engager dans l'activité avec un but très précis, et surtout aussi de le résoudre collectivement. C'est ça qui va être extrêmement important dans l'escape game, ça va être ce rôle de l'équipe, ce rôle du collectif. Et parfois, quand la sauce prend pas bien, en fait, ça peut être difficile de résoudre les énigmes parce qu'on ne parle pas ensemble, parce qu'on ne se dit pas qu'on a découvert telle ou telle chose, etc. Donc, du point de vue des rôles, finalement, c'est plutôt les joueurs qui vont très, très rapidement adopter un rôle qui, de manière inconsciente, hein, mais qui correspond plutôt à ce qu'ils sont. Et ça a d'ailleurs été étudié par 2 collègues qui s'appellent Isabelle Patrois et Alexia Audemars, et qui ont justement, à partir d'un certain nombre de questionnaires en direction de joueurs et de game masters au niveau d'escape game, qui ont cherché à déterminer quels sont les types de joueurs. Et elles se sont rendues compte que très rapidement, en fait, il y a des rôles
intime, entre guillemets, qui se dégage. Comme par exemple ce qu'elles appellent l'archéologue, l'expert de la fouille qui va vraiment retourner complètement la pièce. Le détective qui, lui, va plutôt s'intéresser à la résolution des énigmes, etc. Et il y a aussi le coach, le leader, je crois qu'elle l'appelle le capitaine. Donc, il y a des élèves comme ça qui vont se révéler et qui vont prendre des rôles qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir quand ils sont en classe, voilà, dans une activité scolaire. Ça peut être des élèves très effacés aussi, hein, ou des élèves très, très scolaires, ou voire même des élèves qui ne sont pas du tout scolaires, mais qui d'un seul coup vont se révéler dans ce qu'ils ont d'intime finalement à l'intérieur de cette équipe et à l'intérieur de cette mission très, 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 très engageante, on va dire. Donc voilà, donc c'est ça vraiment l'intérêt finalement et le lien avec le jeu de rôle, c'est voilà, cette immersion, le fait de rentrer dans une histoire, de devoir la résoudre en équipe et donc de prendre finalement des rôles qu'on n'a pas l'habitude de prendre dans l'école. Alors peut-être que certains sont déjà joueurs, peut-être que certains d'ailleurs jouent déjà des jeux de rôle et je pense que ceux-là, on les voit assez rapidement, ils comprennent très très rapidement les mécanismes. Ils essayent parfois de tricher aussi, ce qui est assez marrant, mais pourquoi pas, on peut essayer de tricher. L'important, c'est juste que le prof il ait fait le maximum pour que la triche soit pas possible. Mais bon, des fois, il y a quand même des très très bons cambrioleurs qui arrivent à ouvrir un cadenas juste à l'oreille. Donc ça, voilà, on a ça aussi. Donc on a aussi le rôle de cambrioleur finalement, ou d'espion, etc. Donc c'est marrant quand on a deux équipes, par exemple, dans la même classe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément en compétition, mais bon, s'il y a deux équipes qui jouent séparément, elles ont tendance à engendrer une petite compétition, vu que l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Et parfois, on en a certains aussi qui prennent le rôle d'espion, par exemple. Donc voilà, mais c'est très rigolo à voir déjà. Et puis, c'est très, très porteur d'informations sur le fonctionnement de la classe. Ça aussi, quand ça ne fonctionne pas, en fait, souvent, c'est lié à un problématique d'ambiance de classe et de fonctionnement de la classe qui n'est déjà pas bon à la base. Mais parfois, ça peut aussi résoudre certains problèmes. Ça peut engendrer, si on le fait en début d'année, par exemple, ça peut vraiment lancer la cohésion, lancer la collaboration, faire en sorte que les élèves se rencontrent et se connaissent dans une situation stressante et trouvent justement des personnes avec lesquelles ils vont avoir envie de travailler, enfin en tout cas, voilà, tisser un peu plus des liens par la suite, soit à l'extérieur de la classe, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils le fassent en classe, pour trouver un bon binôme de coopération, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si je suis vraiment restée dans le thème, mais c'est un peu l'idée. Merci Mélanie. Juste Isabelle Patrois de Grenoble École de Management. Oui, je crois. Je vais mettre le lien. Je vais faire un petit article sur Skype avec un lien vers leur article qu'elles ont écrit dans The Conversation, je crois. Voilà. Et donc, on avait fait un petit résumé sur Skype. Donc, je pense que c'est ça, voilà. École de management, je ne sais plus exactement. Grenoble, ouais, c'est. Oui, c'est ça, voilà, Grenoble. Celle Ouais, c'est ça. École de management de Grenoble. Isabelle Patrois, docteur en littérature et playground manager. Et Alexia Audemars, qui était étudiante et game designer à l'époque. D'accord. Merci. Alors, pour moi, de mon côté, donc, nous, le lien est extrêmement fort puisqu'en fait, on demande aux étudiants sur 4 séances d'environ 4 heures ou 3-4 heures de jouer sur un jeu de rôle existant. Donc, on en a essayé plusieurs et on s'est arrêté à The Strange, mais on avait essayé Silvaroom, on avait essayé Star Trek, enfin bon, plusieurs. Mais là, l'idée, c'est vraiment de laisser les étudiantes et les étudiants jouer sur 4 sessions, tout à fait classiquement. Alors, je dirais que si des rôlistes anciens venaient nous voir, ils seraient à la fois heureux de voir que dans un cours, on utilise des JDR, mais ils seraient très frustrés aussi de voir la simplification et la durée des séances de jeu. Notre objectif pour ces séances, c'est que chacun passe une fois maître du jeu. Même s'il n'y a jamais eu de pratique du tout de JDR. Donc, c'est un défi qui est extrêmement contre-intuitif, mais qui fonctionne très bien, puisque dès la première séance, généralement, on a 10 tables de jeu, x4, et tout le monde passe. Eh bien, on a des étudiants qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle et qui vont prendre le rôle de MJ pendant ces séances. Alors, pour réaliser ça, on a
extrêmement simplifié les règles du jeu. Donc déjà, celles du The Strange, qui sont déjà simples, on les a encore simplifiées à 2 pages. Et puis, au fur et à mesure des séances, on rajoute quelques règles pour enrichir la première étape. Mais donc, ce sont des règles très simples. Les fiches de personnages sont celles du The Strange, sur lesquelles on a enlevé les caractéristiques ou les domaines qu'on ne veut pas utiliser. Et puis surtout, ce sont les scénarios qui sont extrêmement dirigistes. Alors les scénarios sont des scénarios du jeu, proposés par les livrets de scénarios de The Strange, qu'on a allégé aussi, pour qu'ils puissent se réaliser en quelques heures, mais surtout pour limiter la liberté d'action. C'est assez, ça peut être un peu choquant pour nous rôlistes, mais pour limiter la liberté d'action, puisqu'on se rend compte que pour des jeunes qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle, déjà prendre la porte de droite ou la porte de gauche, ça peut prendre très 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 longtemps, surtout que là on leur demande de parler en anglais et de discuter et de descendre d'une ville. Et puis on en a un autre où c'est une course-poursuite avec un monstre. Donc même s'il y a beaucoup plus d'opportunités, les gens sur un petit scénario ils courent après le monstre. Et puis on en a un, c'est même une sorte de jeu de loi. Alors c'est un vrai scénario, c'est d'ailleurs le scénario qu'on suit le plus, qui est proposé par The Strange, c'est une sorte de jeu de loi. Donc là, en plus, il y a un tableau ou un plateau où on se déplace et puis on fait des coups en douce pour les autres. Voilà. Donc on utilise vraiment le JDR comme il est. On garde l'esprit du JDR et surtout, pour permettre ça, il n'y a pas d'évaluation sommative. Les enseignantes et les enseignants qui sont là observent uniquement, et tu as dit le mot, c'est Mélanie Willy, je ne fais plus, pardon, pour le débriefing. Donc, les enseignantes et les enseignants notent les points de grammaire, de vocabulaire, ou tout simplement les points durs dans la conversation en anglais et n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le mot, il n'y a pas bien sûr de dictionnaire accessible, on fait avec ce qu'on a, avec le niveau qu'on a. Alors c'est quand même des étudiants de 3e année de licence, donc ils ont un vocabulaire suffisant pour se lancer en tout cas. Et puis, donc ils cherchent des synonymes, quel est pas le mot, etc. Le maître du jeu, par contre, lui, a un petit vocable, il a un petit peu de temps pour préparer, peut définir quelques termes en avance, mais globalement, ils sont pas interrompus. La séance de 2, 3, 4 heures, il n'y a pas d'interruption de l'enseignant. L'enseignant note les points qu'il présentera en débriefing ensuite. Et ils ne sont pas notés, les étudiants, sur ce qu'ils font. Donc, même si ils parlent très mal, il n'y aura pas de notes. Il faut vraiment, on cherche l'authenticité, on cherche le lâcher-prise pour qu'ils parlent. Donc, ce qu'on leur demande, c'est de parler. Et les collègues ont mesuré le temps de parole. Donc, dans un enseignement d'anglais classique qu'ils font, c'est sur 2 heures, quand il y a 40 étudiants, globalement, chaque étudiant va parler 6 minutes. En mettant en place ce genre de dispositif, on arrive à 36 minutes. C'est-à-dire qu'on multiplie par 6 le temps de parole dans un cadre sécurisé au sens de l'étudiant, c'est-à-dire non noté. Et donc voilà, l'idée c'est qu'ils parlent dans un vrai jeu avec des règles et des scénarios allégés pour qu'ils réduisent finalement un peu la peur de parler en anglais. Alors, comme j'ai dit, contrairement à tout ce qui est wargames, en management, en gestion de projet, où là, on a des débriefings qui sont extrêmement longs et qui sont souvent plus longs que la séance de jeu elle-même, là, pour les langues, c'est un petit peu différent. Dans le débriefing, bien sûr, on aborde les points difficiles qu'ont rencontrés les étudiants, mais il y a aussi d'autres étapes, pour faire aborder d'autres compétences. Et notamment, on fait rédiger, mes collègues font rédiger, pour qu'il y ait aussi un petit peu d'écrit, l'histoire vécue par chaque étudiant. Donc la partie orale est plutôt collective et ensuite on fait écrire ce qu'ils ont vécu. Et c'est intéressant de confronter un petit peu les ressentis
de chaque étudiante et étudiant après sur l'écrit. Donc voilà, on essaie, vous voyez que le débriefing est relativement court en tant que tel, mais il y a un agencement pédagogique des compétences pour que l'écrit, l'oral, la médiation, l'ensemble des compétences soient... Alors, l'ensemble des compétences, c'est pas possible, il y en a tellement dans le CERL, mais en tout cas, il y a un petit peu d'oral, un petit peu d'écrit et un petit peu de conversationnel. Alors, il y a un effet de bord dans l'usage des JDR qui est relativement sympa, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dans notre Fab Lab une JDR Tech qui est relativement importante. Et depuis qu'on a mis le jeu de rôle dans les enseignements d'anglais, et un petit peu de management, eh bien les jeux de rôle sont largement empruntés, alors qu'avant, ils ne sortaient jamais des armoires. Donc ça, c'est plaisant de voir que finalement, au travers d'un cours, eh bien, les jeunes ont apprécié, et non seulement ils ont apprécié, mais en plus, ils ont envie d'aller vers cette pratique ludique. Alors, malheureusement, on voit qu'au début, sur les classes de 30 ou 40, si on en a un, voire deux, qui ont déjà fait du jeu de rôle, c'est vraiment le bout du monde. Et puis, donc, avec ça, ben, j'ai noté, hein, l'emprunt a été multiplié par 10. Alors, de 1 à 10, voilà. Mais en tout cas, il a été multiplié par 10, et ça, c'est plutôt sympa. Et juste pour info, les deux jeux qui sortent le plus sur les centaines, c'est Shan et Star Trek. Voilà. C'est les deux jeux de rôle qui sont les plus empruntés, Shan et Star Trek. Voilà. Donc, je garde juste la parole pour dire le troisième étape. Donc, la troisième étape de ce qu'on voulait vous dire maintenant, eh bien, c'était vraiment aller sur les objectifs d'apprentissage maintenant. On vous a présenté nos dispositifs, on vous a présenté le lien avec le JDR, mais maintenant, au final, même si ça a été un petit peu abordé avant, on va aller plus précisément sur quels sont réellement les objectifs d'apprentissage pédagogique, ou du moins les objectifs recherchés au travers du jeu, quels sont les impacts recherchés finalement. Oui, et d'ailleurs, je rebondis tout de suite sur ce que tu disais à propos de la liberté d'action et du scénario plus ou moins dirigiste, parce que c'est vrai que je trouve que en ayant des objectifs pédagogiques, on est un petit peu obligé d'être, alors pas forcément extrêmement dirigiste, mais d'avoir des nœuds de scénario, d'avoir des nœuds narratifs où de toute façon, on va venir à un moment donné, alors par des moyens différents, hein, mais je pense que c'est un peu... c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est difficile de faire sans ces nœuds narratifs. Enfin, pour prendre mon exemple, dans les parcours, donc on a 4 sessions, et dans une session, donc il y a une situation de départ, et dans cette session, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, et donc ils partent dans des forcément dans des situations que je n'ai pas anticipées, parce que c'est le principe. Mais à la fin de la session, pour pouvoir faire le lien avec celle d'après, ou sur lequel j'ai un autre objectif pédagogique, eh ben, il y aura forcément un nœud où je vais devoir justement faire le lien avec ce nœud pour passer à la session d'après, et arriver à une situation initiale qui est pas quasiment la même pour chaque groupe, mais qui a en tout cas beaucoup de points communs. Donc je pense que voilà, pour atteindre, séance après séance les objectifs, il y a forcément un moment donné où on va être plus ou moins dirigiste dans le fait d'arriver à ce nœud. Soit on arrive à trouver une idée super qui fait illusion, et on se dit non, non, c'était absolument pas prévu, j'improvise au fur et à mesure, etc. Et donc ça marche. Et puis d'autres moments où bah, bon, ça se voit peut-être, on voit un peu plus les ficelles du truc. Mais voilà, c'est un élément qui... comment dire, un point d'action pour les objectifs pédagogiques. Et c'est difficile de faire sans. Donc voilà. Et puis, oui, dans alors, le lien, les objectifs pédagogiques, moi, d'un côté, c'est des objectifs quand même assez introspectifs de questionnement pour mes parcours d'accompagnement, et de l'autre, des objectifs vraiment très pédagogiques de découvrir les choses autrement, mais voilà, de découvrir des filières, de découvrir des métiers. Et ce que je voulais dire, c'est il y a un objectif aussi de lien avec la réalité quand même, surtout moi dans mon domaine professionnel, où c'est de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc il y a forcément à un moment donné
où je vais devoir faire le lien avec la réalité. Alors d'un côté, sur le parcours introspectif, c'est pas tout de suite le cas, c'est-à-dire que c'est des choses ça peut être sous la forme des aventures, sous la forme de métaphores, pour justement avoir plus de lâcher prise et pas être tout de suite dans un contexte stressant de choix de carrière, etc. Moi, je fonctionne beaucoup par la métaphore et que je pense que c'est comme ça qu'on découvre, qu'on se découvre le mieux. Mais après, l'objectif, c'est quand même de relier avec ces préoccupations du moment qui sont: comment je choisis ma voie professionnelle, comment je choisis mes études, comment je fais un choix et comment je fais un choix là dans ma vie actuelle. Donc il y a forcément cet objectif à la fin et objectif avec lequel on fait le lien là, vraiment pendant les débriefings. Il y en a qui voient où je veux en venir avec mes métaphores, clairement, il y en a qui le voient et qui se disent: «Ah OK, je comprends pourquoi elle nous fait faire ça». Puis il y en a d'autres, qui sont de toute façon tellement pris par le jeu qu'ils ne voient pas ces trucs-là et c'est après, pendant le débriefing, ils disent: «Ah ouais, d'accord, ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais je pourrais faire ça moi dans ma vie pour prendre, les décisions». Et donc c'est à la fois du coup, ce qui est marrant, c'est que sur cette partie-là où je suis très dans la métaphore, le jeu de rôle permet quand même en fait de ce lien avec la réalité parce que le jeu de rôle au départ, c'est essayer de rendre réelles des choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire on va combattre un monstre, qui a 3 têtes, 5 jambes et cetera, ce n'est pas réel. Mais par contre, les mécaniques de jeu vont essayer potentiellement de reproduire ce réel, notamment je pense aux dés. J'utilise assez peu le dé, assez peu les lancers de dés, mais je l'utilise quand même parce que je veux leur faire comprendre que dans la vie, il y a toujours quand même une notion de hasard et qu'on va pouvoir mettre en place toutes les stratégies qu'on veut. Il y a des moments, malheureusement, où il y aura des éléments extérieurs qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir faire les choses comme on avait prévu et que c'est chiant, c'est très, très chiant, mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir réagir sur ces éléments-là et là, on aura quand même un pouvoir sur cette réaction. Donc ce que je trouve assez marrant avec le jeu de rôle, c'est à la fois ça, à la fois de pouvoir partir dans des univers complètement, complètement différents et en même temps d'avoir toujours ce lien avec la réalité parce que pour rendre crédibles les choses, il faut les rendre un minimum réalistes ou un minimum cohérentes en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant du coup en termes d'objectifs pédagogiques. On peut partir très très loin dans des métaphores, dans des univers autres, mais il y a toujours un ancrage quand même avec la réalité qui est fait même pendant le jeu pour rendre ça réaliste et immersif. Donc voilà, je suis peut-être partie un peu loin, mais je trouvais ça important de le, de le souligner. Et aussi un autre objectif que j'aime enfin que moi je me suis mise, et que je trouve le JDR est hyper intéressant pour ça, c'est d'arrêter de cloisonner, les choses, notamment en termes de pédagogie. Hem, alors pour illustrer un petit peu autrement, je suis en train de réfléchir aussi à des jeux de rôle pour les enfants, enfin pour les jeunes, haut potentiel, qui sont en décrochage scolaire et qui permettrait de, lier toutes les matières. Donc en tout cas le plus de matières possible parce que, un des problèmes des hauts potentiels, c'est le fait de compartimenter les matières et de pas et eux, ce qui les stimule, c'est de faire des liens entre tout, entre les choses qui comme ça, on dirait que ça n'a pas de lien, mais si, ça a toujours un lien et le jeu de rôle permet de faire ces liens. Donc entre des matières scolaires, par exemple, entre, des dimensions de vie, si on parle de vie professionnelle, de choix scolaires, de choix professionnels, on fait le lien avec toutes les dimensions de sa vie. Donc c'est un objectif pédagogique qui est autre, mais que je trouve essentiel, en tout cas moi, pour les problématiques que j'aborde et que le jeu de rôle permet de faire des liens entre des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et, heu, et donc, voilà un petit je suis un peu partie hors un petit peu du propos de départ, mais, c'était des points que je voulais aborder et ce que tu disais, Philippe, m'a fait penser à ça. Voilà. Merci. Moi, je prends le relais à nouveau. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, Élise, hein, et notamment dans ce que j'aimerais développer par la suite dans le cadre de Survival on Mars, hein, c'est-à-dire vraiment intégrer cette part d'aléatoire. C'est vrai que ça peut être très intéressant et je pense aussi
ça peut augmenter encore l'engagement des élèves. L'idée derrière Survival Mars en termes pédagogiques, hein, c'est le fameux cercle magique. Mélanie pourra en parler encore par la suite, hein, on a beaucoup travaillé là-dessus. Cercle magique, hein, qui veut que lorsqu'on rentre finalement dans un jeu, les règles changent. On n'est plus dans des règles de classe, on rentre dans des règles de jeu, entre guillemets. Les rapports se modifient, hein, les rapports entre les élèves, déjà entre eux, et aussi le rapport entre les enseignants et les élèves, ça se modifie également. L'enseignant peut devenir un maître du jeu, par exemple. La perception ensuite que les élèves peuvent avoir de leur professeur peut être grandement modifiée. Donc effectivement, intégrer le jeu de rôle dans son enseignement peut avoir un impact sur la relation, en tout cas qui peut exister entre les élèves, mais aussi entre l'équipe d'enseignants et puis les élèves qu'ils ont en responsabilité. L'autre objectif pédagogique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'engagement, c'est la motivation. Faire en sorte que les élèves, même s'ils ne sont pas scientifiques, finalement, se mettent à faire de la science sans vraiment s'en rendre compte à un moment donné. Hein, et au travers, évidemment, d'un scénario qui leur parle. En tout cas, il faut que ce soit un scénario qui soit accessible, pas trop complexe, mais en même temps qui ne soit pas trop simple, sinon il n'y a pas de défi derrière. Et si les élèves ressentent ça, on a souvent des séances qui peuvent être assez mémorables. Hein. J'ai souvenir de certaines séances assez particulières avec Survival Mars. Ça reste des bons souvenirs en termes en termes de pédagogie déjà, surtout vraiment à la base. Troisième objectif, c'est la formation par compétences. Donc, c'est vrai que dans un cours classique de SVT ou de sciences, hein, ça peut être sciences physiques, ça peut être en techno également, on va beaucoup travailler sur les compétences notamment expérimentales. C'est-à-dire que les élèves apprennent à réfléchir comme un scientifique, apprennent à mettre en œuvre des protocoles scientifiques, à communiquer avec de manière scientifique leurs résultats obtenus au cours d'une expérimentation, et puis ensuite de raisonner, évidemment. Donc, ces compétences, on appelle ça des compétences dures, entre guillemets, hein, donc les compétences disciplinaires, ce sont des compétences qu'on est obligé, entre guillemets, de former en tout cas nos élèves, parce que ça fait partie de nos programmes. Dès qu'on va mettre les élèves dans une situation de jeu de rôle, ou même de jeu sérieux, hein, même de manière plus globale, il peut encore y avoir effectivement cette formation en compétences. Mais disons que ce n'est pas l'objectif principal. Quand je mets en place une séance où il y a du jeu de rôle, mon objectif principal, c'est plutôt une formation aux compétences qu'on va appeler douces, en fait les soft skills. Hein, en anglais, je n'aime pas trop ce terme-là, mais en français, je trouve que c'est joli, compétences douces. C'est toutes les compétences en rapport avec la manière d'être, hein, en fait, hein, les relations entre les élèves, la créativité. Ça peut être également la possibilité de pouvoir s'exprimer de manière originale. Hein. Donc, on a vraiment plein de possibilités, plein de compétences douces qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire intervenir dans nos enseignements classiques, entre guillemets. Et par contre, la résistance au stress, etc., comme dans les escape games, donc là, ça fait partie des compétences qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre en œuvre dans des enseignements. Voilà, donc ça, si vous voulez, en fait, une séance de jeu de rôle qu'on va mettre en place dans une classe, ça n'a pas pour objectif réellement, finalement, de développer une compétence dure ou de faire en sorte que les élèves apprennent plusieurs éléments scientifiques, mais ça va être surtout de développer chez eux l'écoute, la coopération, la collaboration entre eux, bref, des éléments, des compétences qu'on n'a pas l'habitude forcément de développer en temps normal. Voilà, de manière globale. Après, pour éviter de sortir du cercle magique, on n'évalue pas. Effectivement, hein, c'est ce que vous aviez déjà dit.
Il n'y a pas d'évaluation sommative, en tout cas. Il peut y avoir une certaine forme d'évaluation quand même qui se fait sur la production finale des élèves après débriefing. Mais même alors, en tout cas, personnellement, j'évite de mettre une note. Par contre, ce qu'on a l'habitude de faire dans Survival Mars, c'est d'attribuer des badges. Donc des badges qui sont là pour représenter finalement l'accomplissement de quelque chose dans un cadre vraiment qui n'est pas un cadre habituel chez les élèves. Donc ces badges-là sont sont là vraiment pour symboliser l'accomplissement, hein, le sentiment d'accomplissement qu'on recherche également lorsqu'on joue finalement à un jeu, même vidéo. Hein, c'est quelque chose qui, pour les joueurs et aussi les élèves, est important, hein, que ce soit reconnu en tout cas, qu'on reconnaisse finalement sa participation et également ce qu'il a pu contribuer dans la résolution de certaines problématiques. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de la dimension pédagogique. Après, en escape game, Mélanie va pouvoir là aussi développer un peu plus. Oui, voilà, en fait, je vous rejoins complètement tous les deux, puisque tout ce qui est engagement, motivation, le fameux entrée dans le cercle magique, c'est l'immersion, le fait qu'on est dans un autre univers où d'autres règles s'appliquent, qui ne sont pas les règles du cadre scolaire, ce qui fait que parfois aussi, ils peuvent un peu s'oublier, et se croire un petit peu chez eux et avoir des écarts de langage, ça peut arriver. Donc, on est toujours là pour recadrer un petit peu, mais de ce niveau-là. Mais l'idée, c'est vraiment, en effet, de réussir à les plonger dans le jeu, donc que ce soit un escape game, un jeu de rôle, une mission Survival Mars, et à ce qu'ils jouent vraiment le jeu et les laisser vraiment jouer du coup. Et c'est vrai que dans ce nouveau contexte, qui a priori n'est plus le contexte scolaire habituel, l'idée c'est de leur faire soit découvrir des nouvelles connaissances, soit réviser des connaissances, soit un mélange des deux. Alors ce que j'ai pu remarquer, parce que j'ai pas mal étudié aussi les escape games de formation, donc généralement formation d'enseignants où on utilise des escape games, c'est que souvent pour les élèves en fait on va plutôt faire des escape games de révision, on trouve souvent ça en fait, des escape games de fin d'année par exemple pour réviser toute l'année, des choses comme ça, et tandis que les formateurs ils ont plutôt tendance à avoir comme objectif d'utiliser l'escape game comme brise-glace, déjà grosse situation de départ pour se découvrir pendant la formation, et enfin au début de la formation, et pour aussi découvrir le thème de la formation, tant qu'à faire si on utilise un escape game dont le scénario est en lien avec le thème de la formation. Donc c'est assez amusant de voir qu'il y a souvent des objectifs un peu différents, même si bien sûr, moi je fais aussi des escape games de découverte en fait avec les élèves. J'aime bien parce que justement ça va donner un contexte complètement différent à la connaissance, et à l'intérieur donc de ce contexte, de ce scénario différent, ils vont quand même pouvoir approcher un certain nombre de connaissances, alors scientifiques aussi pour moi puisque je suis en SVT, mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre matière, ça pourrait être de l'histoire géo, etc. Mais donc, ils vont pouvoir commencer à aborder ces différentes connaissances. Et par la suite, alors, importance du débriefing, comme tu le soulignais, Élise, lors du débriefing, ils pourront mettre le doigt sur ces connaissances-là pour pouvoir l'écrire aussi, l'écrire ensemble, construire ensemble une trace écrite qui permette de retirer les éléments qui vont être importants pour le cours suivant, en fait, pour la suite du cours. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant, justement, d'être hors contexte et à un moment donné de revenir dans le contexte scientifique, scolaire, de retomber finalement dans ces rails de prof, mais d'avoir laissé vraiment ce temps de jeu qui a pu durer 3/4 d'heure, 1 heure et demie, pourquoi pas, et de les avoir vraiment laissés s'immerger, vraiment laissés se découvrir, même si on leur a donné au bout d'un moment peut-être quelques coups de pouce. Et donc voilà, donc c'est cette décontextualisation qui va être intéressante justement pour, donc soit pour réviser, mais moi j'aime bien vraiment pour découvrir des nouvelles choses en fait. Vous parliez du hasard aussi. Alors là, par contre, dans un escape game, je crois qu'il n'y a vraiment aucune part de hasard, puisqu'en fait, toutes les énigmes, elles sont là. Le cadenas, il n'a qu'un seul code. Quoi qu'on pourrait imaginer, des cadenas multicodes s'ils sont virtuels. Mais bon, pour l'instant, généralement, le format, c'est vraiment, il y a un scénario, les énigmes, elles sont imbriquées de telle façon, de telle façon. Il faut vraiment avoir découvert tel indice pour pouvoir résoudre, passer à la suite, etc., ouvrir la mallette. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de part au hasard. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, quand on répète plusieurs fois un escape game,
avec des groupes différents, soit d'adultes, soit d'élèves, c'est que les chemins qui vont être pris pour arriver finalement au même final vont être extrêmement différents. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les rôles, en fait. Dans Escape Game, les gens prennent un rôle qui leur est propre, qui se révèle parfois pendant ce jeu. Et donc, en fait, ces chemins-là, en fait, ils vont être extrêmement différents d'un groupe à l'autre. Et c'est extrêmement intéressant donc, d'observer ça. Et ensuite, toujours pareil, lors du débriefing, de montrer justement que voilà, vous avez découvert ça, enfin, un tel a découvert ceci, grâce à telle information comprise par un tel, on a pu ouvrir le cadenas, etc. Donc, c'est important ce moment de débriefing parce que sinon, les élèves, en fait, ils vont rester sur cette phase de jeu. Donc, quel qu'ait été le jeu, que ce soit un escape game, un jeu de plateau, etc., les élèves, s'ils plongent dedans, on est bien content, ils jouent vraiment, ils manipulent les connaissances ou les compétences qu'on veut les faire manipuler. Mais au final, ils peuvent en ressortir en disant « Ouais, c'était super » ou « C'était nul aussi ou « On a perdu, on a gagné, j'ai réussi à ouvrir le cadenas, etc. » Mais finalement, ils vont retenir les éléments ludiques et pas forcément les connaissances qu'on voulait mettre derrière. Donc, c'est pour ça que ce débriefing, il est extrêmement important. Si on l'oublie, finalement, derrière, il n'y a pas forcément d'apprentissage. Or, pour nous, c'était quand même un petit peu le but. Donc, voilà, importance de ce moment de débriefing. Et donc, moi, avec les élèves, en tout cas, toujours associé à une trace, ce qui peut être une trace écrite ou une trace orale, pourquoi pas. Ils peuvent très bien s'enregistrer, ils peuvent très bien aussi se filmer si ça reste dans le contexte de la classe, pas forcément pour le communiquer à l'extérieur. Mais encore, à un moment donné, justement, mettre des mots et vraiment les poser. Donc, pourquoi pas sur la structure de jeu, mais aussi sur ces fameuses connaissances qui sont en lien avec les contenus scolaires. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, ce que ça apporte le jeu de manière générale et surtout l'escape game. Parce que, alors, ce que j'aime bien dans l'escape game, c'est surtout que voilà, c'est 45 minutes de jeu. Ça ne dépasse pas le format. On ne risque pas de se faire déborder. À la fin, c'est fini. Ils ont gagné, ils ont perdu. Et vraiment, c'est aussi l'intérêt, c'est ce feedback immédiat. C'est s'ils n'ont pas compris les différents éléments, le cadenas, il ne s'ouvre pas, point barre. Donc voilà, donc, ils savent tout de suite si c'est bon, si c'est pas bon. Et donc, ils doivent à nouveau réfléchir, ils doivent à nouveau discuter. Donc, c'est vraiment typiquement la démarche scientifique, en fait. C'est discuter, faire des hypothèses, tester, se tromper, donc rediscuter, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. On reteste et on réussit. Donc, cette démarche par essai-erreur, forcément, dans un contexte scientifique, elle est extrêmement importante puisque c'est la démarche scientifique en soi. Voilà. Merci Mélanie. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les trois, puisque l'objectif du projet scientifique et du team en tant que tel, donc il ne couvre pas que le jeu de rôle, c'est ce mot que tu as utilisé, Mélanie, c'est la décontextualisation. Donc, effectivement, on a prouvé, on a démontré au travers de toutes nos recherches, notamment en utilisant le jeu de rôle, mais aussi le wargame et puis les jeux vidéo, que la décontextualisation par le jeu permettait l'engagement, permettait le lâcher-prise et au final avait une certaine capacité d'inclusion des étudiantes et des étudiants et ça c'est plutôt Grégory qui l'a dit, qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément une appétence au travers du cours dans lequel ils sont. Donc là, on a écrit un article, je le mets, donc, qui parle expressément de ça, sur cet aspect de décontextualisation. Donc pour nous, c'est le premier objectif du projet et du team, c'est cette capacité, cette volonté de décontextualiser les situations d'apprentissage. Ce qu'a dit Élise, c'est la dimension finalement épistémique, c'est-à-dire qu'on a beau être dans un monde fantastique, imaginaire, les compétences et les connaissances, donc la partie épistémique de nos cours sont tout à fait mises en œuvre, même si on est dans un univers imaginaire. Et donc ça, c'est la dimension épistémique qu'on a identifiée, et c'est ce qui permet de légitimer en quelque sorte cette dimension décontextualisée. Comment on peut garantir que la décontextualisation est une bonne pratique au travers des jeux? C'est de prouver que cette dimension épistémique de connaissance, de savoir, est bien la même
sorte d'isomorphisme entre le jeu et puis la compétence, la situation réelle de référence. Donc c'est tout à fait ça pour nous aussi, et c'est la première dimension dans le projet Eduteam au sens large. Maintenant, pour le JDR plus particulièrement, donc il y a aussi, comme vous l'avez compris, cette approche-là de décontextualisation, mais nous, on a identifié donc, ce qui s'appelle la compétence pragmatique, hein, CECRL, et c'est sur cette compétence pragmatique que les collègues d'anglais vont s'atteler pour eh bien, s'assurer qu'il y a vraiment le développement de cette compétence. Alors, je vais juste vous lire un petit peu ce que c'est que cette compétence pragmatique. Moi, je ne la connaissais pas non plus avant d'être avec les collègues. La compétence pragmatique, ça recouvre l'utilisation fonctionnelle des ressources de la langue en s'appuyant sur des scénarios et des scripts d'échange interactionnel. Si on l'apprend, c'est exactement ce qu'on fait avec du jeu de rôle, des scénarios, des scripts d'échange interactionnel. Et donc, ça renvoie à la maîtrise du discours, à sa cohérence, hein, comment on réagit aux échanges, en fait. Et bien sûr, il y a un lien avec la compétence linguistique, où là, on est plus sur le vocabulaire, la grammaire, etc. Donc, nous, on va vraiment travailler sur cette dimension pragmatique. Donc, la dimension contextualisation, décontextualisation, ça c'est pour tout le projet du team, et plus particulièrement pour le jeu de rôle en anglais. C'est vraiment cette compétence pragmatique qui va être étudiée, et notamment cette capacité à tenir un discours, même avec un anglais faible, voire mauvais. Hein, comment les étudiants vont quand même réussir à lâcher prise et essayer de parler, puisque plus ils parlent, eh bien, plus ils auront envie de parler et plus ils vont acquérir des mots de vocabulaire. Donc voilà, ces deux dimensions, une générique pour tout le projet du team et une plus particulière, hein, la compétence pragmatique pour l'usage du JDR dans les cours d'anglais. Et c'est du coup, c'est vrai que tous ces objectifs pédagogiques, moi en tout cas, ça me renvoie à quelque chose qui est vraiment mon objectif numéro 1 sur l'orientation scolaire, c'est que reprendre confiance en soi, tout simplement. Reprendre confiance en soi malgré le fait qu'on puisse faire des erreurs, malgré le fait qu'il y ait des trucs qui ne fonctionnent pas. À la fin, le but ultime, c'est que ce soit sur un apprentissage d'une matière qu'on n'aime pas forcément beaucoup ou avec laquelle on ne se sent pas à l'aise, c'est que, mine de rien, à la fin, qu'on ait réussi des choses en groupe ou individuellement, on reprend un peu confiance en soi, moi en sa capacité à faire des choix ou sa capacité à parler anglais même si c'est pas parfait, et c'est ce que je trouve hyper intéressant avec les jeux de manière générale, mais avec le jeu de rôle en particulier, cette façon juste de dire: «OK, je vais progresser. J'ai confiance dans le fait que je vais progresser et que je vais arriver à faire ce que j'ai envie de faire». Ouais, super. Et le fait que, comme a dit Grégory, qu'il n'y ait pas de notation sommative sur Mmh. le temps de jeu. Parce qu'effectivement, après, il peut y avoir des évaluations. Nous, sur le temps d'écriture, il y a une évaluation après, mais comme tu l'as dit, Grégory, c'est après, c'est pas le temps de jeu, pour pas casser cette dynamique et ce plaisir et ce lâcher prise. Et comme tu as dit, Lise, bah, cette confiance en soi qui peut renaître un petit peu de cette liberté, effectivement, c'est important. Et on se rend compte, enfin, en tout cas de mon côté, je ne sais pas pour vous, qu'on n'a jamais de débordement ludique où plus personne pense qu'il est en cours. Alors oui, j'ai bien entendu Mélanie, des fois il y a des petites phrases, voilà, mais globalement, les apprenants, ils savent qu'ils sont à l'école ou à l'université, et au contraire, hein, ils accueillent plutôt avec bienveillance ce genre de technique, et il n'y a pas de débordement en tant que tel. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré de problème pour tenir la classe. Les gens le savent, hein, qu'ils sont bien à l'école. Ah, mais Non, oui, c'est même... complètement. Ouais, vas-y, Grégory, si tu veux. Non, je dis, c'est même l'inverse, en fait. Les élèves n'osent pas sortir de leur rôle d'élève. Parfois, oui, c'est Ils ont vrai. du mal parfois à endosser un autre rôle. Et on a parfois, comme ça, certaines séances qui marchent moins bien parce que les élèves restent trop dans leur posture d'élève de base. Donc, en fait, ils hésitent à sortir de leur schéma classique. Ça.
Mais c'est au point, moi j'ai déjà aussi eu des élèves qui refusent de rentrer dedans, qui refusent de jouer parce que voilà, ça leur plaît pas, ils n'ont pas du tout envie. Et bon voilà, tant pis, on force pas. Hein, voilà. Il y a de tout en fait. Il y a ceux qui vraiment ne voient que la partie ludique, ça aussi, hein, on en a. Et du coup, ça les éclate. Mais derrière, soit ils essaieront, en fait, ils passeront 1 heure entière à essayer de craquer le cadenas et donc pas essayer de faire les énigmes. Donc ça, j'ai déjà eu aussi. Donc on a vraiment des réactions très très diverses, mais jamais des débordements négatifs. Voilà. Je sais que j'ai déjà eu une fois un groupe qui n'était pas du tout enthousiaste, mais vraiment tout le groupe entier. Après, il faut bien réfléchir au contexte. Je sais que j'avais mal choisi mon créneau. C'était un lundi matin à 8 heures dans une semaine d'examen. Donc ça, on ne fait pas, en fait, finalement. Là, ils ne sont pas prêts à jouer parce qu'ils ont révisé tout le week-end aussi. Mais sinon, généralement, c'est extrêmement bien accueilli. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Philippe. Hein, tu as dit les mots plaisir et lâcher prise, mais c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment cette phase de jeu. Il faut que ce soit un vrai plaisir pour les élèves et pour le prof aussi, hein, parce que la création, qu'on parte d'un jeu existant ou qu'on crée entièrement un nouveau jeu, c'est quand même un boulot énorme déjà de conception, d'imagination de lien entre le jeu et la pédagogie, puis conception de la partie pédagogique. On peut y avoir passé beaucoup de temps. Et en fait, pendant la phase de jeu, généralement, c'est le moment où on les voit jouer, donc on prend plaisir si ça se passe bien. Aller voir jouer et puis aller voir prendre plaisir eux aussi. Et c'est là où aussi, nous, en tant que prof, il faut qu'on oublie la posture de prof, qu'on change de rôle aussi finalement, hein, le fameux rôle de maître du jeu. C'est plus du tout une posture de prof. Et c'est parfois là ce qui est un petit peu difficile à faire au début, en fait, quand on commence, c'est vraiment de lâcher prise aussi sur cette posture de prof, de les laisser vraiment jouer, de ne les aider que si vraiment il y a besoin, que si vraiment il y a blocage. Et jamais donner la réponse aussi, hein, jamais donner le bon chemin parce que c'est quand même à eux de trouver. Donc voilà, c'est pas forcément facile en tant que prof ou formateur de trouver la place juste en fait entre les laisser jouer et les aider quand même un petit peu et qu'ils aient le sentiment d'être arrivés au bout par eux-mêmes, même s'il y a eu besoin de quelques aides. Mais bon, ça s'apprend aussi. Donc voilà, c'est vraiment lié aussi. Voilà, cette notion de lâcher prise, elle est extrêmement importante, que ce soit les escape games, les jeux en général, à la fois bon, pour les élèves, mais surtout pour le professeur qui devient game master sur ce moment-là, en fait. Et important aussi d'ailleurs, au moment du débriefing, c'est de ne pas redevenir tout de suite le prof, quoi. De ne pas redevenir tout de suite, alors il s'est passé ça, vous avez appris ça, vous avez appris ça. Voilà, l'idée du débriefing, c'est aussi de progressivement peut-être reprendre cette posture de prof, mais de laisser les joueurs déjà lâcher leurs émotions, parce qu'ils se sont bien amusés, ou alors ils ont perdu, ou alors ils ont été stressés, mais bon bref, ils ont vécu plein d'émotions. Et ça, c'est super important pour la mémorisation aussi. C'est-à-dire qu'on va plus se souvenir d'une séance où on a pris du plaisir, on s'est bien amusé par exemple, plutôt qu'une séance où on a fait 3 exercices, etc. Et voilà. Mais et l'idée, c'est que voilà, qu'ils ne retiennent pas que voilà, ce cadenas qui a été ouvert, etc., mais d'appuyer, comme je le disais tout à l'heure, hein, que le professeur les amène progressivement à se rendre compte qu'ils ont rencontré des connaissances, qu'ils ont utilisé des connaissances, et que elles vont leur être utiles dans le cours, et puis peut-être, pourquoi pas, dans leur vie aussi par la suite. Et c'est vrai que c'est intéressant le débriefing sous forme justement comme ça de pas de professeur-élève mais de conversation aussi. Moi il y a des moments j'ai lancé des débriefings, j'ai plus rien dit. En fait ils ont débriefé tout seuls, ils se sont posé des questions, ils ont rebondi sur des trucs en se remémorant ce qui s'était passé. Ils se sont dit ah ouais mais du coup on a fait ça mais on aurait pu faire ça mais toi pourquoi tu as réagi comme ça, etc. Et j'ai quasiment rien dit. Ils ont fait le débrief sur tous les points que j'avais envie d'aborder avec eux. Finalement, ils l'ont fait tout seul et moi j'étais ultra contente. Je disais bah voilà, il n'y a pas besoin, oui, il y a pas besoin de ça. Il y a besoin du scénario et de ce qu'on met en place au départ, mais quand ça roule tout seul comme ça et qu'on n'a même plus vraiment besoin d'intervenir, c'est génial ces moments-là. Tout à fait. Alors sur le débriefing, là, c'est intéressant ce que tu as dit, Mélanie, puisque de notre côté, on utilise une méthodologie de débriefing. Alors, pas trop pour les langues, vous l'aurez compris, mais plutôt pour les enseignements de gestion. De Sigmund et Hall, hein, c'est le debriefing 3D, ça vient de la médecine. Et eux ont bien identifié cette dimension tout d'abord de réaction un petit peu à chaud où finalement les jeunes se parlent entre eux et
et c'est souvent le moment où on donne une pause. Et moi, je ne donne surtout pas la pause à ce moment-là, parce que tout ce qui va se dire est extrêmement riche pour le débriefing. Et effectivement, voilà, cette étape un petit peu de dégonfler là, la pression du jeu où tout le monde rigole, où tout le monde parle, il y a des choses extrêmement riches à récupérer. Voilà, donc ce modèle de débriefing l'intègre Sigmund et Hal, si jamais c'est quelque chose que vous voulez regarder. Voilà. Si tu as un lien, n'hésite pas à le mettre dans le chat, ça Ouais, m'intéresse. ouais, je vous enverrai le lien. Enfin, c'est même un article, donc je vous enverrai l'article après. D'accord, ok. Voilà. Nous aussi, en fait, on a théorisé un petit, enfin, on peut théoriser, mais bon, essayer de rechercher et réfléchir un peu autour de cette notion de débriefing. Je vais vous mettre le lien vers un article qu'on avait fait sur le débriefing, justement. Et l'importance aussi donc, de cette fameuse trace écrite, pour moi, en tout cas avec les élèves, c'est super important justement qu'il y ait une trace quelque part à un moment donné. C'est pas juste on a joué, on a parlé, mais voilà, il faut que ce soit quand même écrit. D'autant plus que l'idée de faire du jeu, c'est pas de le rajouter par rapport à tout ce qu'on a à faire aussi, tout notre programme, etc. C'est pas une séance en plus, c'est vraiment une séance qui est intégrée dans la progression du cours, dans le chapitre, entre guillemets, hein, si on veut. Donc, c'est important que ce soit vraiment consigné dans le cahier, dans le classeur, quelque part, dans un dossier de la classe. Voilà. Donc, ça c'est extrêmement important. Du coup, on a 2 articles là-dessus. Je vais vous les mettre si ça vous intéresse. Hop, un sur le débriefing et un plutôt sur les traces, en fait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres thématiques, en fait, qu'on voulait aborder. Alors, ce que ne dit pas Mélanie, c'est qu'elle a participé à l'écriture d'un bouquin qui est très, très bien, qui s'appelle Escapade pédagogique, et qu'on conseille à tous les professeurs qui veulent réaliser leur escape game avec leurs élèves. Merci. Alors oui, on était 3 auteurs sur Escapade pédagogique avec mon collègue Patrice Nadan et ma collègue Anne Petit. Et donc, en fait, c'est un bouquin sur les escape games pédagogiques. Donc, dont la suite va bientôt sortir, puisqu'en fait, voilà, j'en profite aussi, puisque en fait, avec les périodes de confinement, on a pu quand même continuer à jouer et à faire jouer nos élèves à distance. Ça n'a pas été forcément évident. Et donc, il y a des collègues qui ont très, très bien fait avec des jeux de plateau. Il y a pas longtemps, je suis allée à Lidovia Belgique, d'ailleurs, j'étais avec Grégory, où j'ai assisté à un atelier donc, fait par des collègues qui ont travaillé là-dessus, qui appartiennent à Canopé, en fait, au réseau Canopé, et qui ont continué avec leurs élèves à jouer à distance, avec tout un système de caméra, etc., avec les cartes qui sont sous la caméra, et qui ont pu utiliser le logiciel OBS Studio aussi pour pouvoir superposer des couches de vidéo, et donc faire jouer leurs élèves à distance, donc sur des vrais jeux, alors que ce soit des jeux de rôle ou des jeux différents. Donc là, elles avaient plutôt des petites classes, je pense, elles étaient professeurs des écoles. Et puis, dans la catégorie escape game, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup d'escape games virtuels qui ont été créés. Et donc, du coup, ça ressemble un peu à du jeu vidéo, mais ça peut se jouer, du coup, en classe virtuelle, alors, soit tout seul à la maison, soit en classe virtuelle pour garder l'effet groupe. Et donc, du coup, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi depuis 1 an et demi. Et donc, du coup, le prochain bouquin qui va sortir là-dessus, ce sera Escapade virtuelle avec les jeux d'évasion, donc plutôt au format vidéo, enfin au format en ligne, on va dire. Je vous ai mis le 2e lien ou pas? Je ne sais plus. Oui, je vous ai mis les 2 liens, c'est bon. Ah, version grand public de l'article sur le débriefing 3D. Ça m'intéresse, super. Merci. Parce qu'il l'article est payant sinon. Sauf si tu as un compte pour accéder non, j'ai pas. Donc dans ce cas, mais j'ai regardé, c'est une synthèse qui est tout à fait pertinente et c'est le même auteur. D'accord, voilà. ok. Merci beaucoup. Voilà, donc est-ce qu'on a fait... Stéphane qui veut nous poser une question. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Moi, je suis joueur de jeux de rôle. Je m'intéresse aussi un petit peu à la pédagogie. J'ai participé à un atelier à Canopé là, en octobre. J'étais intéressé quand vous parliez d'archétypes, que vous aviez des élèves qui lors d'animation orientée jeu de rôle, se mettaient dans la peau d'archétypes. Vous avez parlé d'archétypes de leader, d'archétypes de conciliateur, alors que ce n'est pas des archétypes qui peuvent, ou qui veulent adopter en classe ou dans leur vie de tous les jours. Je voulais savoir si vous aviez l'impression que
ces archétypes qui existent quand même quand on est, par exemple, dans une équipe de football. Est-ce que c'était plus facile, ou on pouvait en acquérir, on pouvait en incarner plus facilement, ou des différents dans un cadre de jeu de rôle qui est peut-être plus large? Est-ce qu'il y avait des spécificités au jeu de rôle, ou est-ce que finalement ces archétypes, on peut aussi les acquérir quand on fait du sport ou autre activité? Très bonne question. Je fais très peu de sport. Je ne pourrais pas te répondre. Mais je pense que de manière générale, c'est dès qu'on travaille en équipe et que donc il faut un petit peu se répartir les tâches, se motiver les uns les autres, et puis se compléter ces différentes ces forces et faiblesses, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a des archétypes qui doivent se retrouver. Après, qui s'expriment peut-être pas exactement de la même manière parce que c'est en fonction. Voilà, certainement que sur un terrain de foot, par exemple, on le voit différemment. J'avoue que je m'y connais pas du tout assez dans ce domaine-là pour pouvoir le dire, mais je pense que ça doit quand même pouvoir se rapprocher d'autres travails en équipe de manière générale. C'est de toute façon aussi pour ça qu'on utilise pas mal, enfin de plus en plus les escape games dans des contextes de formation professionnelle, de formation en management. C'est que faire apparaître dans un autre contexte justement des traits de personnalité ou des rôles qu'on prend dans le groupe. Après, voilà, c'est une hypothèse. Je ne saurais pas dire si dans le sport, par exemple, c'est vraiment la même chose. D'accord, merci. Ouais, si je peux reparler un petit peu ce que tu dis, Stéphane, il y a une différence, c'est que dans le sport, la personne va y aller volontairement, alors que nous, dans nos cours, on va embarquer la classe de manière un peu obligatoire. Donc, on aurait tendance peut-être, mais je me trompe peut-être, à dire que si la personne va dans la séance de sport, elle a quand même une appétence ou une prédisposition envers déjà le fonctionnement global de l'équipe. Et après, effectivement, le capitaine, je ne sais pas, l'entraîneur va trouver le poste qui lui convient le mieux. Là, dans le cadre de la formation, et si vous me permettez, je vais juste basculer sur l'usage des wargames en cours de management. Donc des wargames physiques, hein, notamment avec figurines principalement, mais pas que. On essaie donc de proposer justement. Alors pourquoi le wargames? Tout simplement parce que le JDR, 4-5 autour d'une table, c'est pas suffisant pour des formations management où là on a des classes à 40 et en mettant 3-4 tables de X-Wing et 2 équipes, on arrive à mettre beaucoup plus de monde. Je mets en lien l'article qu'on a fait sur les Wargames. Donc dans les Wargames, l'idée, et là la classe, elle vient pour un cours de management. Déjà, tous ne veulent pas être managers. Hein, et puis finalement, certains, voilà, la licence ici, c'est même de l'informatique, ne veulent même pas aller faire de la gestion. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde arrive avec son attrait ou pas sur la matière. Et donc, on essaie, grâce au scénario, et ce qu'a dit, je crois que c'était Mélanie, sur les nœuds scénaristiques, c'est particulièrement important puisque l'idée, c'est ou Élise, pardon, je suis désolé si je me suis trompé. L'idée, c'est grâce à ces nœuds scénaristiques, de permettre à tout le monde de pouvoir s'essayer à différents rôles. Alors, les rôles ne sont pas des rôles des archétypes qu'on a vus du joueur, mais plutôt, par exemple, les 10 rôles du management selon Mintzberg ou les 9 rôles d'une équipe informelle, ce qui peut aller par rapport au sport d'ailleurs, de Belbin, Meredith Belbin. Donc là, l'idée, c'est, au travers de scénarios, de faire en sorte que ces attitudes ressortent. Mais du coup, si elles ressortent, c'est pas sur celles-ci qu'il va falloir travailler. Parce que si elles ressortent, ça veut dire que, par exemple, pour les 10 rôles de Mintzberg, un manager doit, pour manager une équipe, avoir 10 fonctions, 10 rôles. Le leader, qu'on connaît tous, mais aussi gestionnaire, entrepreneur, etc. Eh bien, l'idée ici, c'est justement que les étudiants travaillent sur les autres rôles. Donc, on a effectivement ce qui va ressortir principalement, et puis pour que, eh bien, ils deviennent des managers compétents, on va essayer de travailler sur les autres, et c'est là où les rôles dans le jeu
et les scénarios vont permettre à tout le monde de s'essayer un petit peu pour parfois découvrir des qualités, des appétences, et notamment le rôle de leader est particulièrement important. Ah, rebug. Décidément. Je l'ai entendu tout à l'heure sur l'escape game, c'est quelque chose qui est... Donc par rapport à ce qu'a dit Stéphane, il y a une différence, c'est-à-dire que le joueur, il va dans une équipe de foot volontairement. Nous, on est dans un cadre où tout le monde est là et pas forcément volontairement. Donc les archétypes sont peut-être plus difficiles à faire ressortir parce qu'il faut trouver des scénarios qui le font, alors que dans un match, ça paraîtra peut-être plus naturel, ces apparitions d'archétypes. Voilà. C'est un avis autour d'une réflexion très rapide. Alors moi, pour le coup, sur le côté volontaire, je fais aussi mes parcours d'accompagnement pour des particuliers en dehors. Et du coup, il y a quand même, alors je déconseille aux parents comment dire, d'imposer à leurs enfants de venir au parcours parce que c'est pas le but. Mais du coup, voilà, normalement, ils viennent volontairement. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir, mais ça on le voit aussi dans le jeu de rôle de loisirs, c'est qu'il y a des moments, on va se penser capable, enfin, comment dire, on va avoir cette idée de nous, oh, je vais incarner un rôle de leader parce que de toute façon, c'est quelque chose qui me correspond vachement, etc., etc., par exemple. Et puis se rendre compte pendant le jeu qu'en fait, ça ne nous plaît pas. C'est pas qu'on ne l'est pas ou quoi, mais c'est qu'on n'a pas envie de le jouer. Et c'est pour ça que moi, au départ, je leur dis, il faut que vous choisissiez un personnage que vous ayez envie de jouer, mais je sais très bien qu'il y a des moments où on se projette dans un rôle en se disant que ça va nous plaire, parce qu'on aurait envie d'être comme ça ou pour d'autres raisons, et qu'en fin de compte, on s'aperçoit que non. Et c'est intéressant, du coup, en cours de jeu, effectivement, comme tu disais, de pouvoir changer de rôle et de se dire, OK, c'est une expérience, c'est chouette finalement, de se dire, je pensais que ça me conviendrait, et au final, non, mais surtout, pourquoi répondre à cette question-là. Donc, et ça aussi, c'est très intéressant sur le côté volontaire. Il y a ce qu'on penserait, là où on se projetterait, et où finalement, en expérimentant ce que permet le jeu de rôle, et ce que peut permettre aussi certainement le sport. Peut-être qu'en regardant Olive et Tom, voilà, on se projette tous capitaine d'équipe, j'en sais rien. Et ben, en expérimentant, on voit ce qui nous correspond finalement, ce qui ne nous correspond pas, et surtout pourquoi. Je ne sais pas si on a répondu à ta question ou pas. Oui, vous avez bien répondu à ma question. Moi, c'était pour compléter, hein. Une des choses qui est intéressante et aussi qu'il faut remarquer dans le jeu de rôle de loisirs sur table, c'est qu'au final, on parle beaucoup qu'on va jouer voilà, un guerrier, un moine, un agent secret, etc., des choses un peu plus précises. Mais en général, ce qu'on se rend compte qui est important dans un jeu de rôle, c'est d'incarner un archétype. Un archétype au sens de la thématique et du genre qu'on veut émuler. Si on veut émuler un jeu qui s'inspire des films ou des livres de James Bond, on est dans l'archétype de cette histoire. Donc, ça veut dire que ça répond à des codes. Donc, on ne veut pas émuler une sorte de réalité d'agent secret. On veut émuler le style de littérature ou le style d'histoire en question. Et souvent, dans ces histoires ou dans des mondes médiévaux, si on veut parler, il y a quand même des archétypes l'archétype du leader, l'archétype du soignant, l'archétype de celui qui va faire les choses de façon discrète, donc qui se rapproche d'archétypes plus de groupes en psychologie, en sociologie, mais qui sont plus ce que des écrivains ou des gens qui créent des thèmes vont mettre en place. Et souvent, dans un jeu de rôle qui va mettre beaucoup de pages pour expliquer, on se rapproche beaucoup d'archétypes qui sont beaucoup plus standardisés, qu'on va retrouver finalement dans beaucoup de littérature ou de création imaginaire. Oui, moi je travaille pas mal autour de l'archétype, justement, autour de la personnalité, voilà, pour apprendre à se connaître, à faire des choix, etc. Et je trouve intéressant de travailler avec des archétypes, mais que tu peux moduler beaucoup. Mhm. Donc partir au départ d'un truc où voilà, c'est une image projetée et tu te dis, voilà, les soignants, ils sont comme ça, etc., etc. Et au fur et à mesure de tellement le transformer que finalement, tu compares avec un autre archétype, tu dis,
Très bien, très très bien. C'est finalement qu'est-ce qui les différencie l'un de l'autre? Les frontières sont pas aussi. Alors je sais que du coup là on sort du cadre du jeu de rôle traditionnel, mais moi je trouve ça hyper intéressant de travailler sur cette notion d'archétype à ce niveau-là. Mais oui, c'est du coup là on arrive plus sur la connaissance de soi, la psychologie plus que sur la pédagogie. Mais c'est des thématiques qui sont de toute façon psychologie et pédagogie, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent quand on creuse donc. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Élise, effectivement, dans les enseignements d'anglais, euh, sur la première séance, on ne choisit pas un archétype de personnage. C'est lors de la deuxième séance, après avoir fait une première incursion dans le monde imaginaire, où là, les étudiants vont commencer à se positionner sur l'un des trois archétypes de The Strange. Donc là aussi, on a une petite inversion dans ce que dit Stéphane, mais qui est finalement le lien hein, pour permettre d'évoluer un petit peu par rapport à ce que dit Élise, où au début, bah, tout le monde est un peu pareil, et puis au fur et à mesure du jeu, certains voilà, vont plutôt au conflit, d'autres sont plutôt en soutien, donc ce sont plutôt réflexifs, et modulent leur fiche de personnage pour arriver vers l'un des trois archétypes du jeu The Strange. Oui, la Intéressant. connaissance des personnages est importante également. C'est une fois qu'on a fait quelques missions sur Survival Mars qu'on commence à vraiment comprendre, à connaître vraiment les personnages en tant que tels, qu'à un moment donné, des préférences qui apparaissent. Hein. J'ai souvent des élèves en fin d'année qui disent ah non, moi je préfère incarner tel personnage, je le connais, je l'ai déjà joué et je sais qu'il me correspond bien. Donc ça, c'est intrinsèque vraiment à la connaissance des personnages et donc de l'expérience de jeu qu'on a déjà eu avec lui. Mais ça sous-entend bien entendu qu'on ait essayé auparavant divers types de personnages. Donc il y a cette possibilité en tout cas de passer d'un personnage à un autre, donc en fait d'aller d'un archétype à un autre archétype qui permettra ensuite à un joueur élève de se dire, ben voilà, je me sens en adéquation avec tel personnage, donc avec tel archétype, ce qui me permet finalement d'en savoir un petit peu plus sur mes traits de caractère en ce qui concerne ma manière d'être avec les autres. Et moi, d'ailleurs, ce que j'apprécie beaucoup avec les personnages qu'on a créés avec Survival Mars, c'est qu'on a vraiment fait attention à ce qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Et voilà. Et ça, pour les élèves, c'est super important, surtout d'un point de vue scientifique. Hein, il y a assez peu, enfin, les pourcentages de femmes scientifiques, il y a toujours beaucoup de femmes scientifiques, mais les pourcentages ne sont pas à l'équilibre. Et les pourcentages de visibilité, encore moins. Je crois que c'est surtout la visibilité, en fait. Et ce que j'apprécie bien justement, c'est que voilà, à chaque fois on essaie de proposer un équilibre de ce point de vue-là. Et les élèves, ça leur pose pas de problème. Ben, je sais pas, même si c'est une équipe de 3 garçons et qu'il y a 3 personnages dont 2 sont des filles, ben, en fait, peu importe, ils vont incarner la femme scientifique, etc. Et ça leur pose aucun souci. Alors peut-être que certains ont justement cette habitude du jeu de rôle, mais d'autres peut-être pas. Et finalement, voilà, ça leur pose pas de problème et c'est vraiment important, surtout que nous, on est prof de SVT, donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche particulièrement. Et voilà, donc via le jeu de rôle, on est capable justement de montrer qu'il y a des femmes scientifiques, qu'il y a des garçons qui incarnent des femmes scientifiques et ça pose pas de soucis. Ça dédramatise Archétype, beaucoup de oui, choses. et stéréotype, non. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a aussi, hier soir, je n'ai pas pu y assister, mais il y avait une conférence sur identité de genre, inclusion, etc. dans le JDR. Donc, si vous voulez la regarder en replay, voilà. Elle sera aussi disponible sur la chaîne de la Fédération française de jeux de rôle. Bon, on a peut-être fait le tour de ce que nous voulions dire. Oui, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. On a abordé pas mal de choses. Bon. Diane? Je ne sais pas si... Je suis là, je suis là. Oui, alors écoutez, il vous reste 10 minutes, donc on peut faire le petit mot de la fin, si vous avez des petites choses. J'ai pas prévu. très bien. Improvisation totale. Bon, bah, merci. Bon, bah, je vais dire 2 mots pour mon côté. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi, Diane, et puis à toute l'organisation de ce Roll Event. Pour clôturer mon petit topo autour du JDR, donc
je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais j'espère que l'année prochaine, je serai là pour vous présenter l'ensemble de la recherche du JDR dans les enseignements d'anglais, avec de beaux résultats au point de vue de l'apprentissage, notamment dans les compétences pragmatiques. Et voilà, si c'est le cas, on aura une, une recherche de 4 ans autour de ce projet. Et donc, on espère que ce projet pourra être diffusé, puisque c'est avant tout l'objectif de la recherche, hein. C'est pour ça que tous nos articles sont sur HAL et sur le projet EduTeam, sur le site pardon, du projet EduTeam. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit diffusé, et le prix qu'on a remporté montre franchement qu'avec 2 bouquins, on peut faire de beaux travaux pédagogiques avec de beaux résultats en embarquant nos étudiants. Voilà pour moi. Merci. Donc moi, je suis en train également de mettre en place une étude voilà, un peu, pas du même niveau très certainement, mais à court, moyen, long terme pour voir l'impact, parce que voilà, moi, c'est quand même sur du long terme l'orientation, des décisions qui se prennent parfois assez loin dans le temps. Et donc, essayer de mener ce type d'études-là pour voir justement l'impact de cet outil, donc le JDR, sur l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, j'espère pouvoir la présenter. Je ne sais pas quand. Ça, c'est en cours. Je suis en train de le mettre en place. Et aussi, si ça vous intéresse, je fais des petites vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Boussolier pour expliquer là à un très grand public l'intérêt des jeux immersifs de manière générale pour une approche pédagogique, et une approche pédagogique aussi orientation scolaire et professionnelle. Donc si jamais ça vous intéresse, je mets des vidéos de temps en temps. C'est pas extrêmement régulier, mais là c'est vraiment pour un très grand public. Je me dis que ça peut aider des gens qui ne connaissent pas du tout ce type de jeu à les voir autrement. Donc j'espère que j'arrive à faire ça. Et vraiment, c'est ma mission de dire le jeu de rôle, ça a tellement d'intérêt sur plein de domaines différents que ce serait dommage de se priver de ça pour des préjugés. Voilà. Mmh. Oui. Pour le mot de la fin, alors j'ai été vraiment très agréablement surpris de l'invitation en fait, hein, de la Fédération française de jeux de rôle. Alors, en tout cas, surpris que la fédération s'intéresse en fait à l'aspect pédagogique et éducatif, hein, du jeu de rôle, que c'est pas seulement un loisir, que c'est devenu aussi un outil pour le professeur, un outil pour le formateur, un outil vraiment qui est rassembleur, hein, qui a des potentialités qui dépassent largement ce qu'on peut mettre en place, en œuvre, en tout cas dans les classes habituellement. Donc, encore un grand merci pour cette invitation, hein, et j'espère en tout cas que l'année prochaine, on pourra également continuer à poursuivre cette discussion. Je pense qu'on aura encore avancé chacun de notre côté. Et pour ma part, je vais essayer de continuer en tout cas à m'intéresser à cette intégration du jeu de rôle, mais plus aléatoire en tout cas dans les pratiques que je peux mener actuellement. Et ça pourrait être intéressant de voir en tout cas les avis de joueurs purs, en tout cas rôlistes, mais non pédagogues, sur ce qui pourrait être mis en place. Donc ce point de vue-là, en tout cas, est vraiment intéressant parce que souvent, on discute entre profs, on discute entre enseignants ou entre formateurs, et on est très, on a toujours en tout cas un regard très précis, en tout cas sur les enjeux pédagogiques, didactiques et éducatifs. Mais parfois, le point de vue de joueurs vraiment 100% qui n'ont pas forcément un intérêt par rapport à la pédagogie, ce regard-là peut être également très formateur pour nous et très important. Donc, j'espère pouvoir continuer cette intervention, cette collaboration avec la fédération plus tard.
Moi aussi, je vais vous dire merci pour l'invitation. C'est vrai que moi, je suis impliquée dans Survival Mars, du coup, ça va avec l'invitation de Grégory, mais avec aussi des modalités de jeu un petit peu différentes que j'expérimente du coup en classe et en formation. Et du coup, c'était extrêmement intéressant justement enfin, c'est pas une confrontation finalement, hein, c'est pas du tout une table ronde, mais le fait de se passer ainsi la parole et de voir un peu la complémentarité de nos différentes approches, et finalement qu'on se rejoint sur beaucoup de choses, notamment au moment du débriefing, là, tout l'aspect pédagogique, finalement, c'est le même, ça repose sur la même chose. Donc, c'était extrêmement intéressant. Du coup, c'est un petit peu dommage que ma collègue Elodie Lahaye, elle n'ait pas pu venir parce qu'elle aussi, elle avait aussi cet autre angle qui est celui des histoires interactives qu'elle crée notamment avec ses élèves. Et ça aussi, il y a un lien qui est très, très intéressant. Donc, peut-être une prochaine fois, si on refait ce genre d'intervention. Et donc, lié aussi, donc moi, j'aimerais bien justement continuer là-dessus. J'utilise beaucoup les escape games, le jeu, et j'aimerais justement introduire les histoires interactives parce que ma collègue, c'est en français, donc c'est un peu logique. Mais moi, j'aimerais bien introduire ça aussi dans l'enseignement scientifique, en sciences. Donc, peut-être qu'on aura des nouvelles choses à dire une prochaine fois. Et par rapport à cette littérature interactive, les livres dont vous êtes le héros, justement, on a, avec Elodie et aussi mon collègue Patrice Nadan, on a sorti un ouvrage qui est purement loisir, du coup, qui est une histoire interactive qui s'appelle Le mystère des 5 terres. Donc, du coup, je vais vous mettre le trailer dans... il y a une vidéo qui a été faite par les éditeurs qui est vraiment super bien. Et finalement, on retrouve aussi un certain nombre de mécanismes sur le fait de prendre des chemins, le fait de prendre des décisions. Alors là, il n'y a pas trop le hasard. Pourtant, il existe certains escape books, certains livres dont tu es le héros, qui utilisent le dé aussi pour introduire de l'aléatoire dans la narration. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment ces éléments de loisir, que ce soit le jeu de rôle, l'escape game, le livre interactif, peut s'utiliser de manière pédagogique. Voilà. Merci encore à la Fédération française de jeux de rôle pour organiser toutes ces tables rondes passionnantes avec des intervenants super. C'est toujours génial de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ces sujets. Et je pense que tu l'aurais fait, Diane, mais il ne reste pas beaucoup de temps pour donner pour les associations qui font jouer les enfants dans les hôpitaux. Il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, donc n'hésitez pas parce qu'on est là pour échanger là-dessus, mais on est là aussi pour récolter des dons pour ça. Voilà. Oui, tout à fait. Là, on est à 4 413 € de dons sur un objectif de 7 000 €. 7 000 €, c'est la somme nécessaire pour financer une équipe ludique complète formée au milieu hospitalier pour les enfants hospitalisés.